L'épouse du millionnaire l'a abandonné après qu'il ait tout perdu. La femme de ménage qui l'avait aidé il y a 10 ans est apparue lors de sa chute. Tu es un raté, Romain. Tu l'as toujours été. Seul l'argent te le cachait à toi-même. Telles furent les dernières paroles que Valentine Dubois prononça à son mari avant de refermer la porte du Penthouse avec un claquement si sec, si calculé, qu'il résonna moins comme un adieu et plus comme une sentence. Romain Chevet-Valier resta immobile au milieu du salon de marbre blanc. Ce salon qu'il avait lui-même conçu, qu'il avait lui-même payé, qu'il avait lui-même rempli d'art et de lumière. Et il entendit les talons de son épouse s'éloigner dans le couloir avec la même indifférence avec laquelle on quitte un hôtel de passage. Il avait 45 ans. Il y avait exactement 6 heures. Il était le directeur général du groupe Chevalier, l'un des consortiums de construction et d'infrastructure les plus puissants du centre du pays. Il avait 3000 employés, des contrats avec le gouvernement français, une flotte d'hélicoptères d'entreprise et un compte en Suisse qui dormait avec 9 zéros. Il avait une épouse magnifique, un agenda rempli de dîners avec des ministres et une réputation qu'il avait bâtie brique par brique pendant 20 ans de travail acharné. Et maintenant, il n'avait plus rien. L'effondrement avait commencé 48 heures plus tôt, lorsque les auditeurs de la banque avaient appelé à 6 heures du matin avec une voix qui n'admettait aucune interprétation optimiste. Les comptes du groupe étaient vides, pas dans le rouge, pas en déficit technique, mais vides, comme si quelqu'un avait ouvert le fond et laissé s'écouler jusqu'au dernier centime avec la patience méthodique de celui qui connaît chaque clé, chaque serrure, chaque mot de passe du système. Le partenaire de Romain, Étienne Lefebvre, n'était pas apparu au bureau ce jour-là, ni le lendemain. Son téléphone sonnait le répondeur depuis 5 heures du matin. Son assistante personnelle avait démissionné par SMS et l'avocat d'entreprise, un homme que Romain avait traité comme un membre de sa famille pendant 12 ans, lui avait envoyé un courriel bref, froid, professionnel, indiquant qu'il ne pouvait plus le représenter en raison de conflits d'intérêts survenus. Romain avait passé ses 48 heures en réunion d'urgence, appel avec les banques, conversation avec des avocats externes, tentant de comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Et ce qu'il comprenait couche par couche, comme celui qui pèle un oignon à main nue, c'était qu'il ne s'agissait pas d'une erreur comptable, ni d'un mauvais investissement, ni d'une crise de liquidité. Il s'agissait d'une trahison systématique planifiée des années à l'avance, exécutée avec une précision chirurgicale qui ne pouvait venir que de quelqu'un qui le connaissait de l'intérieur. À 23 heures du deuxième jour, lorsque les avocats externes commencèrent également à prendre leur distance et que les banques commencèrent à parler de saisie conservatoire, Romain arriva au Penthouse et trouva Valentine assise sur le canapé avec un verre de vin blanc à la main et une valise Louis Vuitton déjà fermée près de la porte. Elle ne pleura pas, ne demanda pas ce qui s'était passé, ne dit pas « je suis là », ni « nous allons nous en sortir ensemble », ni aucune de ces phrases que l'on imagine qu'une épouse prononce lorsque le monde s'écroule. Elle but juste une longue gorgée de vin. Elle le regarda de haut en bas avec ce calme qui avait toujours semblé élégant à Romain et qui, cette nuit-là, se révéla être ce qu'il avait toujours été. Une indifférence parfaitement rodée. Et elle dit « je pars chez ma mère, ne m'appelle pas ». « Valentine », commença-t-il. « Non, Romain. » Elle posa son verre sur la table de verre avec une délicatesse qui irrita plus que n'importe quel coup de porte. « Je n'ai pas épousé un homme ruiné. Ce n'était pas dans le contrat. Nous sommes mariés depuis 14 ans et ce furent 14 bonnes années. Mais c'est fini. » Ce fut alors qu'elle prononça cette phrase. Cette phrase qui allait le hanter pendant des semaines, qui allait résonner dans sa tête dans les moments les plus silencieux et les plus bruyants. Qui allait le réveiller à 3 heures du matin avec la même brutalité qu'un seau d'eau glacée. « Tu es un raté, Romain. Tu l'as toujours été. Seul l'argent te le cachait à toi-même. » Et elle partit. Romain resta debout dans le salon pendant on ne sait combien de temps. Le Penthouse sentait son parfum Chanel Neusec 5, toujours le même depuis leur rencontre. Et cette odeur lui était maintenant insupportable, comme une preuve médico-légale de tout ce qui avait été un mensonge. Il s'assit sur le canapé, se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la ville la nuit, cette ville qu'il avait aidé à construire littéralement et figurativement avec ses grues et ses contrats et son argent, et il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis ses 20 ans, quand il dormait dans une chambre de bonne sous les toits, avec des fuites et une cuisinière à 2 feux. Il sentit qu'il n'appartenait à aucun endroit. Il prit sa veste, la même qu'il avait portée aux réunions d'urgence, déjà froissée, déjà sans l'autorité que lui conférait normalement la coupe italienne, et sortit. Il n'avait pas de plan, pas de destination, il avait juste le besoin animal de marcher, de mettre de la distance entre lui et ce Penthouse qui n'était déjà plus le sien, car la banque le saisirait probablement avant l'aube. Dehors, il pleuvait. Pas une pluie courtoise de ville, mais une pluie dense, insistante, de celle qui trempe les chaussures avant même qu'on ait le temps de réagir. Romain marcha sans parapluie, sans direction,
sans se presser. L'eau lui battait le visage et il la laissait faire, car le froid physique était plus facile à supporter que le froid intérieur. Il traversa des avenues qu'il reconnaissait par cœur. Il avait signé des contrats de pavage sur certaines d'entre elles et arriva sans le vouloir à un petit square situé à une dizaine de rues du Penthouse. C'était un modeste jardin de quartier, avec des bancs en fer peints en vert et 2 réverbères jaunes qui luttaient contre l'obscurité sans grand succès. Dans des conditions normales, Romain Chevalier n'aurait jamais mis les pieds dans ce square. Dans des conditions normales, Romain Chevalier circulait dans une berline de luxe blindée avec chauffeur, mais les conditions normales avaient cessé d'exister 48 heures plus tôt. Il s'assit sur l'un des bancs mouillés. Le costume noir absorba l'eau du banc immédiatement. Il s'en moquait. Il appuya ses coudes sur ses genoux, enfouit son visage dans ses mains et resta ainsi, écoutant la pluie, sentant le poids de tout, l'entreprise, la fraude, Valentine, les 14 ans, les 20 ans de travail, la réputation, l'avenir lui tombait dessus comme une dalle sans nom, mais qui écrasait tout autant. Il ne pleura pas encore. Les hommes comme Romain Chevalier apprenaient très jeunes que pleurer était un luxe que le monde ne leur pardonnait pas. Alors il resta simplement là, brisé à l'intérieur et trempé à l'extérieur, sur un banc de square à minuit, n'étant personne. Ce fut alors qu'il entendit des roues sur le pavé mouillé. Le son était petit, grinçant, celui de roues métalliques qui avaient besoin d'huile, et qui avançaient pourtant avec détermination. Romain leva les yeux et vit émerger d'entre les réverbères, avec la naturalité de quelque chose qui avait toujours été là, un chariot de cuisine en acier inoxydable. Il était modeste, mais propre, avec une petite flamme de gaz allumée sous un plateau, où reposaient des crêpes enveloppées dans du papier, et un récipient en étain avec du chocolat chaud fumant. Des petites lumières jaunes pendaient de la structure, de celles qu'on voit dans les foires, sur les étals de marché, et dont on ne sait jamais comment elles tiennent, donnant au chariot un aspect de choses vivantes, de choses chaudes, absurdement déplacées en cette nuit de pluie et de ruine. Et derrière le chariot, il y avait une femme, la trentaine, peut être 37 ans, cheveux foncés, noués en un chignon que la pluie avait commencé à défaire, peau mate, grands yeux bruns, tablier blanc sur une blouse à fleurs que l'eau avait assombrie sur les épaules. Elle était menue, mais se déplaçait avec une énergie tranquille, celle d'une personne habituée à l'effort et qui ne le perçoit plus comme tel. Elle poussait le chariot des 2 mains et chantait entre ses dents quelque chose que Romain ne parvint pas à identifier. Peut être une vieille chanson française, d'une voix basse, celle de quelqu'un qui chante pour soi et pour personne d'autre. Lorsqu'elle le vit assis sur le banc, la femme s'arrêta, le regarda, et à ce moment, quelque chose d'étrange se produisit. Elle le reconnut. Romain le vit clairement, ce petit sursaut dans les yeux, cette fraction de seconde où le corps trahit ce que l'esprit est encore en train de traiter, bien que lui, de son côté, n'ait pas la moindre idée de qui elle était. La femme se reprit rapidement, approcha le chariot à quelques mètres du banc, et, sans demander, sans s'annoncer, servit dans un gobelet en polystyrène, un liquide épais couleur cannelle, avec une vapeur qui montait en spirale blanche contre l'air froid. Elle le posa sur le bord du plateau, prit 2 crêpes avec une serviette et les plaça à côté du gobelet. Puis, elle marcha vers Romain d'un pas direct, sans hésiter, et lui tendit le gobelet et les crêpes. « Prenez », dit-elle simplement. « Avec ce froid, vous avez besoin de quelque chose de chaud. » Romain la regarda. Il voulut dire qu'il n'avait pas besoin de charité. Il voulut dire qu'il était Romain Chevalier, qu'il avait eu plus d'argent que ce chariot n'en verrait jamais en 100 ans. Il voulut dire beaucoup de choses que l'orgueil tentait encore de dicter, bien qu'il n'ait plus la force de lui obéir, mais ce qu'il dit fut « Combien je vous dois ?»« Rien », répondit-elle. « Cette nuit, rien. » Et Romain Chevalier, homme d'affaires, ancien magnat, homme qui avait appris enfant que rien dans la vie n'était gratuit et que la gratitude était une forme déguisée de dette, prit le gobelet des 2 mains, sentit la chaleur du chocolat chaud lui traverser les doigts engourdis et ne dit rien de plus. La pluie continuait de tomber, les petites lumières du chariot clignotaient doucement et la femme resta debout à une distance respectable, regardant la nuit avec une expression que Romain, s'il avait été en état de lire les expressions d'autrui cette nuit-là, aurait reconnue comme quelque chose entre le soulagement et la compassion et une très ancienne tristesse. Elle savait qui il était. Il ne savait pas qui elle était, et aucun des deux n'imaginait à ce moment-là ce que cette différence changerait leur vie. Le chocolat chaud était fait avec de la cannelle en bâton et du sucre de canne, épais comme seuls savent le faire les mains qui ont appris la recette de quelqu'un qui l'a apprise de quelqu'un d'autre, une chaîne de femmes et de foyers qui se perd dans le temps. Romain le but lentement, sans rien dire, les mains enveloppées autour du gobelet en polystyrène, comme si c'était la seule chose chaude qui lui restait au monde. Et cette nuit-là, très littéralement, c'en était. La femme du chariot ne le pressa pas, n'essaya pas de lui faire la conversation, ne le regarda pas avec pitié, ce qui était le pire qu'on pût faire à un homme dans cet état. La pitié l'aurait brisé en deux.
Elle s'occupa simplement de ses affaires, rangea les crêpes, vérifia la flamme du réchaud, nettoya le bord du plateau avec un chiffon, avec cette capacité que certaines personnes ont d'être présentes sans être un fardeau. Romain termina le chocolat chaud, posa le gobelet sur le banc à côté de lui, avec le soin presque involontaire de quelqu'un qui a été éduqué à certaines manières, et les conserve même lorsque tout le reste s'est effondré. Il mangea une crêpe en silence. Il tint l'autre à la main sans la manger, regardant la vapeur s'échapper de la pâte ouverte. « Vous sortez tous les jours avec ça ?» demanda-t-il finalement. Ce n'était pas une question de courtoisie. C'était simplement la première chose que son cerveau formula en mode de communication humaine après des heures d'effondrement interne. « Du lundi au samedi, répondit-elle sans cesser de ranger des choses. Je sors à 22h, je parcours 4 quartiers, je rentre vers 1 ou 1h30. Même sous la pluie, même sous la pluie. Les gens qui travaillent la nuit ont aussi faim quand il pleut. » Romain hocha légèrement la tête. Il regarda le chariot avec plus d'attention qu'il ne l'avait fait au début. Il était vieux, mais bien entretenu. Les soudures des bords étaient poncées, sans arête vive. Le plateau brillait de la patience de celui qui le nettoie chaque nuit. Les petites lumières jaunes étaient fixées avec de petites pinces à linge en bois, identiques à celles que les grands-mères utilisaient pour étendre le linge. Tout dans ce chariot parlait de pénurie gérée avec dignité. « Le chariot est à vous ?» demanda-t-il. « À moi et à la banque ?» dit-elle, avec un petit sourire qui vint et repartit en une seconde. Mais là-dessus, nous sommes comme la moitié du pays. Romain ne sourit pas, il ne le pouvait pas encore. Mais quelque chose dans cette réponse, l'honnêteté sans apitoiement, l'humour sec, l'absence de plainte, le fit la regarder pour la première fois depuis qu'elle était apparue, la regarder vraiment, comme on regarde une personne et non un paysage. Et ce fut alors qu'elle parla. « Je vous connais », dit-elle à voix basse, sans lever les yeux du plateau. « Où je vous connaissais ? Il y a longtemps. » Romain fronça les sourcils, l'étudia, les cheveux foncés, les grands yeux, la mâchoire ferme, les mains qui ne cessaient de bouger avec cette efficacité tranquille. Rien, il n'y avait sur son visage aucun indice mémoriel. « Nous nous connaissons ?» demanda-t-il. « Oui. » Elle le regarda alors et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui n'était ni accusation, ni ressentiment, ni nostalgie sentimentale. C'était quelque chose de plus complexe, de plus difficile à nommer. La reconnaissance sereine de quelqu'un qui, pendant 10 ans, a porté une dette dans sa poitrine et qui, soudain, sans l'avoir planifié, se retrouve face à celui qui la lui a généré. « Vous ne vous souviendrez pas de moi, » dit-elle. « Et c'est bien ainsi. Moi je me souviens de vous. » Son nom était Manon Fournier, 37 ans, originaire de Montmartre, fille d'une couturière et d'un électricien mort jeune d'une crise cardiaque sur le chantier où il travaillait. La première leçon que la vie lui avait donnée sur ce qui arrive au corps qui travaille sans relâche et sans filet de sécurité. Elle étudia jusqu'au 3e semestre de comptabilité dans une université publique avant que l'économie familiale ne s'effondre et qu'il faille choisir entre la carrière et le loyer. Elle choisit le loyer car il n'y avait pas d'autre option. À 27 ans, elle entra comme employée de ménage au siège social du groupe Chevalier. C'était l'un de ces immeubles de verre des champs, Élysée qui semble conçu pour rappeler aux gens de l'extérieur combien d'argent ils n'ont pas. Manon nettoyait les bureaux du 5e au 10e étage, dans l'équipe du matin, à partir de 6 heures. Elle arrivait avant presque tout le monde. Elle partait lorsque la journée était déjà pleine de monde et avait l'invisibilité caractéristique de ceux qui font briller les espaces des autres sans que personne ne se tourne pour les regarder. Elle était bonne dans son travail. Elle était ponctuelle, méticuleuse, silencieuse, comme on s'attend à ce que soient silencieuses les personnes qui nettoient les sols en marbre des immeubles de bureaux. Mais Manon Fournier avait une particularité que personne dans cette entreprise n'aurait imaginée si quelqu'un s'était donné la peine de lui poser une question allant au-delà de « Vous avez fini les toilettes des dirigeants ?» Elle avait une mémoire comptable presque photographique. 3 semestres de comptabilité, plus des années à voir les chiffres de la famille suffire à ce qu'il suffisait, lui avait développé un instinct pour les schémas numériques que certains comptables de carrière complète n'ont pas. Et Manon, en nettoyant les sols du groupe Chevalier, voyait des choses, non parce qu'elle espionnait, non parce qu'elle cherchait, simplement parce que les documents étaient laissés sur les bureaux. Et les personnes qui nettoient autour des bureaux existent dans un état d'invisibilité qui fait que personne ne s'inquiète de tourner une feuille. Manon voyait des factures, voyait des rapports, voyait des virements imprimés que quelqu'un avait oubliés ou jetés. Et ce qu'elle voyait ne correspondait pas, des chiffres allant à des comptes qui ne correspondaient à aucun fournisseur qu'elle avait vu facturer, des montants qui se répétaient selon des schémas trop réguliers pour être des coïncidences, des documents avec des signatures qui n'étaient pas les mêmes que celles des documents autorisés affichés sur les murs des salles de réunion. Manon n'était pas une comptable diplômée. Elle n'avait pas de hiérarchie, elle n'avait pas de voix, elle n'avait pas le type de qualification qui font que l'on croit quelqu'un quand il dit
Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mais elle a tout gardé ce qu'elle a vu. Elle l'a noté dans un carnet avec la date et le détail. Pendant 3 mois, elle a reconstruit depuis le sol du nettoyage une image partielle, mais cohérente, de quelque chose qui sentait très mauvais. Et un jour, sans trop savoir comment canaliser ce qu'elle avait, elle est allée directement au bureau du directeur administratif et a demandé à parler. Ce qui se passa ensuite fut rapide et brutal. Le directeur administratif l'écouta avec cette courtoisie froide qu'ont les cadres lorsqu'une personne sans pouvoir leur dit quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre. Il lui dit qu'il appréciait sa préoccupation, mais que c'était des questions comptables complexes, hors de la portée de quelqu'un dans sa position. Le lendemain, Manon fut appelée par la coordinatrice du nettoyage et fut informée que son contrat ne serait pas renouvelé pour restructuration du service. Il n'y eut pas d'indemnité de licenciement, pas de lettre de recommandation, rien, juste la fin. Mais ce qui se passa 3 semaines après son licenciement fut ce qui changea tout. Manon portait 2 seaux d'eau dans le couloir du 4e étage. Elle était revenue ce jour-là pour récupérer quelques affaires personnelles qu'elle avait oubliées. Lorsque le sol mouillé trahit son pied droit en une fraction de seconde, elle tomba en arrière. Le coup fut mauvais. Tête contre le bord du chariot de nettoyage, hanche contre le marbre. Elle resta au sol sans pouvoir se relever, et le monde tournant et une douleur à la hanche qui lui coupait le souffle. Ses collègues de l'étage appelèrent le gardien. Le gardien appela la coordinatrice et la coordinatrice, efficace, pragmatique, très consciente que Manon n'était plus une employée active de l'entreprise et que l'accident survenu dans les locaux de l'entreprise à quelqu'un qui n'était plus une employée active était un problème légal d'une ampleur considérable, commença à faire ce que font les systèmes lorsque quelqu'un sans pouvoir devient un problème. Elle commença à diluer, à prendre ses distances, à parler de protocole et de vérification de la validité contractuelle. Manon était sur le sol du 4e étage avec la hanche cassée, une fracture que le médecin confirmerait quelques heures plus tard. Lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvrit et que Romain Chevalier sortit. Il était 7h15 du matin. Romain arrivait toujours tôt. Il vit tout en une seconde. La femme au sol, la flaque d'eau, le chariot renversé, le groupe de personnes debout, faisant le mouvement passif de ceux qui attendent que quelqu'un d'autre décide quoi faire. « Que s'est-il passé » demanda-t-il de la voix directe de quelqu'un qui ne pose pas de questions rhétoriques. Tous parlèrent en même temps. Romain leva une main pour faire taire tout le monde et s'accroupit à côté de Manon. Il lui demanda son nom, il lui demanda où elle avait mal, il lui demanda si elle pouvait bouger son pied. Elle avait les yeux de la couleur du café foncé et une expression qui n'était ni condescendante, ni performativement compatissante. C'était simplement celle de quelqu'un qui évalue une situation avec l'intention de la résoudre. « Nous allons appeler une ambulance », dit-il en se relevant, « et quelqu'un va m'expliquer pourquoi cette dame portait ses seaux seule. » La coordinatrice tenta de dire quelque chose sur le statut contractuel. Romain la regarda d'une manière qui fit que la phrase mourut à mi-chemin. Le statut contractuel se résout à un autre moment. Maintenant, ce qui importe, c'est que cette personne est blessée dans nos locaux. Appelez l'ambulance. Je prends en charge les frais médicaux. Et ce fut ainsi. Romain Chevalier paya la chirurgie de la hanche de Manon Fournier. L'hôpital, la rééducation, les 3 mois de médicaments. Il le fit de son compte personnel, pas de l'entreprise, pour éviter que le processus légal ne s'embrouille. Il le fit sans en faire d'annonce, sans demander de photos, sans parler aux médias. Il le fit parce qu'il le jugeait correct et parce qu'au fond, très au fond, derrière les costumes italiens et les réunions à l'Élysée, Romain Chevalier était encore le fils d'un maçon d'une banlieue populaire qui savait parfaitement ce que c'était que de tomber sur un sol qui n'était pas le vôtre sans que personne ne réponde de cela. Manon n'a jamais pu le remercier directement. Quand elle essaya de le contacter des semaines plus tard, une fois rétabli, on lui dit que monsieur le directeur était en voyage d'affaires, puis qu'il était en réunion, puis que le siège social ne gérait pas les communications personnelles de ce type. La vie continua. Les années passèrent. Manon s'en sortit comme elle s'en sortait toujours, travaillant, économisant, résistant, mais elle n'oublia jamais. Et maintenant, elle se tenait devant lui dans un square sous la pluie avec le chariot de crêpes et de chocolat chaud, qui était le résultat de 10 ans à recommencer à zéro chaque fois que nécessaire, regardant l'homme qu'il avait un jour sauvé, sans le savoir, au pire moment de sa vie. « Vous m'avez payé ma chirurgie de la hanche », dit Manon à voix basse, « il y a 10 ans, dans l'immeuble du groupe Chevalier. Je suis tombé au 4e étage et vous avez appelé l'ambulance et couvert tous les frais. J'étais la femme de ménage de l'équipe du matin. » Romain la regarda. Quelque chose remua dans sa mémoire. Un éclair, une image floue d'un matin lointain, une femme au sol, l'odeur de pain du chariot de nettoyage renversé. Mais l'image était imprécise, sans visage défini, comme le sont toutes les choses que l'on fait sans y prêter attention sur le moment. « commença-t-il. Vous n'avez pas à vous souvenir de moi.
dit-elle sans amertume. Ce que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait pour que je m'en souvienne. Je l'ai remarqué après, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de mots, pas de carte, rien avec votre nom, juste le reçu de l'hôpital avec la mention « payé en totalité ». Romain garda le silence. « Cela fait 10 ans que je pense à la façon de vous remercier », continua Manon. « Ce n'est pas rien ce que vous avez fait. Cette chirurgie m'a rendu la capacité de bien marcher. Et bien marcher, c'est ce qui me permet de pousser ce chariot. Ce qui me permet de subvenir aux besoins de ma fille. Ce qui me permet de continuer. » Elle éteignit la flamme du réchaud d'un mouvement du poignet et regarda Romain directement. « Alors, cette nuit, monsieur Chevalier, même si je ne sais pas ce qui vous est arrivé ou pourquoi vous êtes assis sur ce banc sous la pluie avec ce costume ruiné et ce visage qui dit que le monde est fini, cette nuit, c'est moi qui paie la dette, même si c'est avec du chocolat chaud et des crêpes. » Romain Chevalier, qui n'avait pas pleuré en 48 heures d'effondrement absolu, qui n'avait pas pleuré quand les auditeurs l'avaient appelé, ni quand les banques avaient commencé à parler de saisie, ni quand Valentine avait claqué la porte avec ce coup sec et final. Il sentit quelque chose de chaud et d'inapproprié pressé derrière ses yeux. Il s'éclaircit la gorge. Il regarda ailleurs, vers l'obscurité mouillée du square, vers nulle part. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il d'une voix à peine ferme. « Manon » dit-elle. « Manon Fournier. Manon. » Il le répéta comme s'il le rangeait quelque part à l'intérieur. « Merci pour le chocolat chaud. » Elle hocha la tête et, sans en faire plus, avec cette naturelle qu'elle avait à transformer les grands moments en choses gérables, elle décrocha l'une des petites lumières jaunes qui s'étaient détachées de sa pince et la réajusta avec soin. « Il va continuer à pleuvoir, » dit-elle. « Vous avez où aller cette nuit ?» Et Romain Chevalier, ancien magnat, ancien propriétaire d'un pantouse de marbre blanc, avec vue panoramique sur la ville qui n'était déjà plus la sienne, regarda la pluie et ne répondit pas, car la vérité était que non. La nuit la plus longue, Manon Fournier n'était pas une femme qui prenait des décisions à la légère. 10 ans à élever seule une fille, à gérer chaque euro avec la précision de celle qui sait que le suivant n'est pas garanti, à apprendre à distinguer entre les gens dignes de confiance et ceux qui ne semblent que l'être, avait affûté son instinct jusqu'à le rendre presque infaillible. Et son instinct, cette nuit-là, lui disait 2 choses simultanées et apparemment contradictoires. Que l'homme assis sur ce banc était dangereux d'une manière qui n'avait rien à voir avec la violence et qu'elle ne pouvait pas le laisser là. Ce qui était dangereux, ce n'était pas lui. C'était ce qu'un homme avec un tel poids sur les épaules pouvait se faire à lui-même, seul dans un square à minuit sous la pluie, sans nulle part où aller. Manon connaissait ce type de solitude. Elle l'avait vu chez son père dans les mois précédant la crise cardiaque, quand le chantier où il travaillait commença à mal tourner, et qu'il rentrait à la maison les épaules tombantes et les yeux vides, et un sourire qui n'était plus un sourire, mais le souvenir musculaire d'avoir souri autrefois. Elle avait appris à reconnaître cette expression comme ce qu'elle était. Le moment où une personne cesse de se voir comme quelque chose qui vaut la peine d'être soutenu. Romain Chevalier avait cette expression. « Venez », dit-elle sans alarmer, sans dramatiser, de la même voix avec laquelle elle aurait dit « Le chocolat chaud est prêt, mon appartement est à 4 rues, il y a un canapé, c'est petit, mais c'est sec. » Romain la regarda. « Je ne peux pas accepter ça. Vous avez déjà accepté le chocolat chaud et les crêpes, » répondit Manon, commençant à déplacer le chariot. « Le canapé est plus ou moins la même chose. Venez. » Il n'y eut pas d'autre argument. Romain se leva du banc mouillé avec le poids de quelqu'un dont les muscles avaient oublié à quoi il servait, ramassa sa veste trempée et suivit Manon et son chariot dans les rues brillantes de pluie, avec la docilité de celui qui n'a plus l'énergie de résister aux choses raisonnables. Les 4 rues furent silencieuses. Manon poussait le chariot avec ses roues grinçantes et Romain marchait à ses côtés, les mains dans les poches de son pantalon mouillé, regardant le sol. Ils passèrent devant une supérette à l'enseigne allumée, une crêperie fermée avec des chaises sur les tables, un chien qui les regarda depuis le seuil d'une porte cochère sans aboyer. La ville la nuit a une intimité particulière que la ville le jour n'a jamais. Elle montre sa structure réelle sans le vernis du mouvement et du bruit. L'immeuble de Manon avait 4 étages, façade d'enduit couleur saumon écaillé, escalier sans ascenseur, rampe en métal noir, 3e étage, appartement 3B. Manon laissa le chariot enchaîné au rez-de-chaussée, un cadenas à combinaison, la chaîne enroulée 2 fois autour du poteau le plus proche, et monta devant Romain à pas silencieux, prenant soin de ne pas faire de bruit sur les marches en bois qui craquaient si l'on ne savait pas où poser le pied. « Ma fille dort », dit-elle à voix basse, sans se retourner. « Je ne veux pas la réveiller. » Romain hocha la tête dans l'obscurité. L'appartement 3B avait un salon, une cuisine intégrée, une salle de bain et une chambre. C'était petit, avec une honnêteté qui ne demandait pas d'excuses. Les murs peints en blanc avec des taches d'humidité dans un coin,
Le sol en carreaux de ciment vert et jaune, une fenêtre avec des rideaux en tissu à petits carreaux bleus qui n'atténuaient pas complètement la lumière du réverbère de la rue. Il y avait une table à manger avec 2 chaises et demie, une bibliothèque improvisée avec des planches et des briques où cohabitaient des romans d'occasion avec des cahiers d'école et une figurine de la Vierge Marie en terre cuite et un canapé 3 places couleur bordeaux qui avait connu des jours meilleurs mais qui se tenait avec dignité. Sur les murs, il y avait des dessins, beaucoup, collés avec du ruban adhésif, encadrés dans certains cas avec du papier coloré, arrangés sans ordre apparent, mais avec une affection évidente, des dessins de maisons avec des cheminées qui laissaient échapper des nuages de cœur, de familles avec le soleil au-dessus, d'animaux avec des noms écrits en dessous d'une écriture d'enfant, d'une femme avec un tablier et un chariot de cuisine que Romain reconnut immédiatement comme Manon, vue par les yeux de sa fille. « Asseyez-vous » dit Manon en désignant le canapé. « Je vais vous apporter une couverture et des vêtements secs. J'ai quelque chose de mon cousin qui est resté ici le mois dernier. Ça devrait vous aller plus ou moins. Vous n'avez pas, » commença Romain. « Je sais que je n'ai pas à, » l'interrompit-elle sans brusquerie. « Je le fais parce que je le veux. Il y a une différence. » Romain s'assit sur le canapé bordeaux. Il entendit Manon bouger dans la chambre, des tiroirs s'ouvrant avec soin, le doux craquement du sol sous ses pas précis. Il regarda les dessins sur les murs et sentit quelque chose qu'il ne sut pas bien nommer, une sorte de honte inversée, l'inconfort de se retrouver dans un espace complètement étranger à tout ce qui avait été sa vie, et de se rendre compte que cet espace, malgré tout, ou peu, être précisément à cause de tout, se sentait plus vivant que le pantouse de marbre blanc qu'il avait abandonné quelques heures plus tôt. Manon revint avec une couverture en laine à carreaux et un ensemble de jogging gris et un t-shirt bleu, plié avec soin. La salle de bain est au fond. Il y a des serviettes propres sur l'étagère du haut. Puis, comme si elle y réfléchissait une seconde, elle ajouta « Le chauffe-eau met 3 minutes à chauffer, pas plus, sinon ça consomme trop de gaz. » Romain prit les vêtements sans rien dire. Il alla à la salle de bain, qui était petite et impeccable, le genre de propreté qui n'a rien à voir avec l'argent, mais avec l'habitude et le respect de soi. Et il se tint devant le miroir pour la première fois depuis des heures. Ce qu'il vit le retint, il ne se reconnut pas immédiatement. L'homme dans le miroir avait les cheveux collés au front par la pluie, une barbe de 2 jours qui dépassait déjà la ligne du négligé. Des cernes profonds, la cravate défaite sur le col de la chemise blanche, qui n'était plus blanche, mais grise d'humidité. Il avait le visage de quelqu'un qui a vieilli de plusieurs années en 48 heures, ce qui était exactement ce qui lui était arrivé. Il se doucha avec l'eau la plus chaude que le chauffe-eau lui donna en 3 minutes, se changea pour les vêtements du cousin de Manon, qui lui étaient courts aux jambes et larges aux épaules, mais qui étaient secs et sentaient l'adoucissant, cette odeur de fleurs synthétiques que Romain associait vaguement aux laveries de quartier et qui, cette nuit-là, lui parut l'odeur la plus réconfortante qu'il ait connue depuis longtemps. Il sortit de la salle de bain et trouva Manon dans la cuisine, de dos, préparant quelque chose en silence. Sur la table, il y avait un verre d'eau et 2 aspirines. « Pour quand vous vous réveillerez ?» dit-elle, sans se retourner. « Avec tout ce que vous avez porté aujourd'hui, vous vous réveillerez avec un mal de tête. » Romain s'assit sur le canapé et s'enveloppa dans la couverture à carreaux. Manon éteignit la lumière de la cuisine, laissant seulement le réverbère de la rue entrer par la fenêtre à petits carreaux bleus, et s'assit sur la chaise qui restait face au canapé, avec une tasse de thé entre les mains. « Vous n'avez pas à rester éveillé pour moi, dit-il. « Je ne reste pas pour vous, répondit Manon. C'est l'heure de mon thé. Je le fais chaque nuit avant de dormir depuis que Camille était bébé. C'est la seule chose qui m'appartient à moi seul dans la journée. » Romain hocha la tête. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. C'était le silence de 2 personnes qui avaient traversé des choses difficiles et qui savaient, sans en parler, que certaines choses n'ont pas besoin de mots pour être comprises. « Quel âge a votre fille ?» demanda-t-il. « 8 ans, elle s'appelle Camille. » Une brève pause, chargée de cette fierté tranquille qu'ont les mères qui ont élevé seules et qui ne le changeraient pas même si elles le pouvaient. « C'est la personne la plus intelligente que je connaisse. Son père n'est pas. Sans drame, sans ressentiment visible. Il n'a jamais vraiment été là. Parfois, c'est plus facile ainsi. » Romain ne posa pas d'autres questions. Manon termina son thé, et à un moment donné, sans que Romain n'ait consciemment décidé de fermer les yeux, l'épuisement de 48 heures sans dormir l'anéantit avec l'efficacité d'une anesthésie, et il s'endormit sur le canapé bordeaux, la couverture à carreaux jusqu'au menton, et le visage d'un homme qui, pour la première fois en 2 jours, ne pensait à rien. Manon le vit s'endormir et attendit quelques minutes avant de se lever. Elle ajusta la couverture là où elle s'était déplacée. Elle éteignit la petite lampe de la bibliothèque qu'elle avait laissée allumée pour ne pas le laisser complètement dans le noir et se rendit dans la chambre où Camille dormait en boule au centre du lit comme toujours, occupant 3 fois plus d'espace que sa taille ne le permettait.
Elle s'allongea à ses côtés sur le bord, prenant soin de ne pas la réveiller. Elle mit du temps à s'endormir. Elle resta un moment à regarder le plafond sombre, écoutant la pluie dehors. Et, sous la pluie, la respiration tranquille de Camille et le silence de l'homme qui dormait sur son canapé. 10 ans. Elle avait attendu 10 ans pour pouvoir dire merci à quelqu'un qui ne se souvenait probablement même pas d'elle. Et quand cela s'était finalement produit, le monde de cet homme était en morceaux. La vie avait une ironie très particulière pour ceux qui l'observaient attentivement. Manon ferma les yeux. À 6h15 du matin, alors que le ciel hésitait encore entre la nuit et le jour, et que la pluie n'avait laissé qu'un mince filet paresseux, Manon était déjà habillée, son tablier mis et ses cheveux attachés, préparant le petit déjeuner en silence. Elle partit à 6h30 sans réveiller Romain, sans réveiller Camille. Elle avait un service de nettoyage dans un cabinet médical à Montmartre à Septes, puis 2 heures dans un bureau de comptable à Le Marais, puis la préparation du chariot pour le soir. Le jour n'attendait pas. Elle laissa sur la table de la salle à manger une assiette avec 2 tartines de campagne au fromage frais, couvertes d'un torchon pour qu'elles ne refroidissent pas. Et à côté de l'assiette, elle laissa un papier plié. Lorsque Romain se réveilla à 8h15, plus tard qu'il n'avait dormi depuis des années, son corps réclamant d'un coup ce qui lui était dû, la première chose qu'il vit fut le plafond blanc avec la tache d'humidité dans le coin. La deuxième fut les dessins sur les murs. La troisième fut qu'il était seul. Il s'assit lentement, avec le mal de dos qu'une nuit sur un petit canapé laisse inévitablement à un homme de sa taille, et trouva l'assiette de tartines et le papier plié. Il l'ouvrit. Les tartines sont à réchauffer. 2 minutes à la poêle à feu doux. La salle de bain est libre jusqu'à 9. Ma fille prend son petit déjeuner à 8h30 avant l'école. Ne lui dites pas qui vous êtes, s'il vous plaît. Juste que vous êtes une connaissance. Romain relisait la note lorsqu'il entendit des petits pas décidés sortir de la chambre. Il plia rapidement le papier et le mit dans la poche de son jogging gris. Camille Fournier avait 8 ans, les cheveux noirs de sa mère en 2 tresses qui n'étaient pas exactement symétriques, car elle les avait visiblement faites elle-même, et les yeux les plus directs que Romain ait vus depuis longtemps chez personne de n'importe quel âge. Elle entra dans le salon, le vit sur le canapé, la couverture toujours sur lui, et ne fut ni effrayée ni scandalisée. Elle inclina juste légèrement la tête, comme si elle évaluait, et dit « Bonjour, vous êtes une connaissance de ma maman ?»« Oui, » répondit Romain. « Vous avez faim un peu. Les tartines sont à réchauffer, » dit Camille avec exactement le même ton pratique que sa mère et alla à la cuisine. Romain l'observa depuis le canapé. La petite fille sortit la poêle, la posa sur la plaque, ajusta la flamme avec une naturelle qui parlait d'années à avoir vu faire la même chose. Elle mit les tartines à chauffer, et pendant qu'elle attendait, sortit un cahier de mathématiques de son sac à dos et commença ses devoirs à la table à manger, comme si avoir un inconnu sur le canapé de sa maison était la chose la plus normale du monde. Ils prirent leur petit déjeuner ensemble dans un silence relatif. Camille mangeait et faisait des multiplications, sans quitter des yeux son cahier. Romain mangeait et regardait les dessins sur les murs. « Ces dessins, c'est vous qui les avez faits ?» demanda-t-il. « La plupart », répondit Camille sans lever les yeux. « Ceux d'en bas sont de quand j'avais 5 ans. Je ne les ferai plus pareils. Ils sont bons. Merci. » Une pause. « Celui de la dame avec le chariot, c'est ma maman. Si vous ne l'avez pas reconnu, je l'ai reconnu. » Camille leva les yeux pour la première fois. Elle le regarda avec cette fixité, sans filtre des enfants qui n'ont pas encore appris que regarder directement est considéré comme mal élevé dans le monde adulte. « Pourquoi avez-vous l'air d'avoir subi quelque chose de très grave ?» demanda Romain. Il ne sut quoi répondre. « Pourquoi est-ce arrivé ?» dit-il finalement. Camille réfléchit sérieusement. Puis elle revint à son cahier. « Ma maman dit que les mauvaises choses arrivent pour qu'on apprenne ce qu'on n'a pas appris autrement. » Elle effaça quelque chose avec le capuchon de son crayon. Je ne sais pas si c'est vrai, mais elle a presque toujours raison. À 8h50, Camille ramassa son cahier, mit tout dans son sac à dos de dinosaure vert, se brossa les dents, mit ses chaussures et partit pour l'école avec un à plus tard, lancé en l'air sans direction spécifique. Romain resta seul dans l'appartement 3B. Sur le dossier du canapé où il avait dormi, il trouva quelque chose qu'il n'avait pas vu la nuit précédente. Un nouveau dessin fait au crayon de couleur, d'un homme assis sur un banc sous la pluie, à qui une femme donnait une tasse fumante. Dans le coin inférieur droit, d'une écriture grande et ronde d'enfant de 8 ans, il était écrit « Le monsieur triste du parc ». Romain le tint des 2 mains un long moment, puis le plia très soigneusement et le rangea dans la poche intérieure de la veste mouillée qui pendait sur la chaise. Dehors, la ville s'était réveillée sans pluie pour la première fois en 2 jours. La trahison complète, Romain n'avait pas d'ordinateur portable. Il n'avait pas son téléphone professionnel qui était resté sur le bureau du Penthouse, lorsqu'il était parti la nuit précédente sans plan et sans but. Il n'avait que son téléphone portable personnel, un modèle de milieu de gamme qu'il utilisait exclusivement pour ses affaires privées
et qu'il avait, heureusement, gardé dans la poche de sa veste au lieu de sa mallette. La batterie indiquait 6% lorsqu'il le sortit ce matin-là dans l'appartement de Manon, assis à la table de la salle à manger devant l'assiette vide de tartines. Il chercha le chargeur dans toutes les poches, sachant qu'il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas. Manon lui avait dit dans la note que la salle de bain était libre jusqu'à 9. Il était 9, oui. Il regarda le chargeur mural près du lit qu'il aperçut par la porte entrouverte de la chambre, un chargeur de téléphone, connecteur type C. Le sien était Lightning, incompatible, 16%. Romain calcula, il devait bien l'utiliser. Il appela d'abord Charles Mercier, son avocat externe de confiance. Pas celui d'entreprise qui avait envoyé le courriel froid, mais un homme qu'il connaissait depuis le lycée et qui l'avait aidé à payer ses études quand ils étaient jeunes et sans argent. Charles répondit au deuxième bip avec une voix qui n'était pas la voix de quelqu'un qui venait de voir le nom de Romain sur l'écran et se réjouissait. C'était la voix de quelqu'un qui attendait cet appel avec un mélange de soulagement et d'horreur. « Romain, Dieu merci, où es-tu ? Chez une connaissance. Je vais bien. Que sais-tu » La pause de Charles dura exactement le temps nécessaire pour indiquer que ce qu'il savait était pire que ce que Romain imaginait. Beaucoup, et presque rien de ce que tu voudras entendre. J'ai le temps, 6% de batterie et pas de chargeur. Résume. Charles Mercier prit une profonde inspiration. Étienne Lefebvre a quitté le pays avant-hier soir. Vol pour Miami, connexion aux îles Caïmans. Il a voyagé avec des documents au nom d'Édouard Lefebvre Blanc, son deuxième prénom, qui a un passeport valide. Je le sais parce qu'un ami à l'immigration m'a rendu service. Une pause. Ce qui concerne les comptes est systématique, Romain. Ce n'est pas un vol d'opportunité, c'est une extraction planifiée depuis au moins 3 ans. Il y a des factures de fournisseurs fantômes, des virements vers des sociétés écrans au Panama et au Delaware, et un système de surfacturation sur 6 contrats gouvernementaux que quelqu'un a monté avec une connaissance approfondie de ta structure interne. Étienne était dans l'entreprise depuis 12 ans, dit Romain d'une voix neutre, celle de quelqu'un qui traite quelque chose qui ne rentre pas. Je sais, et je suis désolé. Mais il y a plus. Les 6% étaient toujours là, mais Romain sentit que la batterie de son propre corps baissait en temps réel. Dis-moi, l'accès au compte de sécurité, le niveau d'autorisation pour déplacer ces montants sans déclencher d'alertes internes. Ça, Étienne ne l'avait pas seul. Il y avait une deuxième signature activée dans le système depuis 2 ans. Charles fit une autre pause plus longue. La signature était celle de Valentine. Le silence qui suivit dura plusieurs secondes. Romain entendit sa propre respiration. « Répète ça », dit-il. Bien qu'il ait parfaitement compris la première fois, la signature numérique d'accès de niveau exécutif au compte du groupe était enregistrée au nom de Valentine Dubois de Chevalier. Elle a été activée il y a 26 mois. Romain, elle ne savait pas seulement ce qui se passait, elle faisait partie du mécanisme. Le téléphone était à 12%. Romain ne le remarqua pas. Valentine, 14 ans de mariage, la femme qui avait choisi chaque tableau sur les murs du Penthouse, qui connaissait la combinaison de son coffre-fort personnel, qui avait assisté au dîner de Noël avec ses associés pendant plus d'une décennie avec ce sourire parfait et cette capacité à dire les bonnes choses au bon moment. La femme qui 2 nuits auparavant avait fermé la porte d'un coup sec et lui avait dit qu'il avait toujours été un raté. Elle l'avait dit sans un tremblement dans la voix, sans un clignement de culpabilité, parce qu'elle savait exactement ce qu'elle avait fait et avait répété cette sortie pendant des mois. « Depuis combien de temps sont-ils ensemble ?» demanda Romain. Ce n'était pas une question qu'il avait besoin de poser. Il le savait au moment où il la formula, mais il avait besoin de l'entendre. Selon ce que j'ai trouvé, et Charles choisit les mots avec la prudence d'un chirurgien. Au moins 4 ans. Il y a des registres d'hôtels, des voyages qui coïncident avec tes voyages d'affaires, et une propriété à Nice achetée au nom d'une entreprise qui a Valentine comme bénéficiaire finale. L'entreprise a été constituée il y a 3 ans et 2 mois. Romain ferma les yeux. 4 ans. Pendant qu'il bâtissait des contrats, négociait avec le gouvernement français, volait à des réunions à Marseille et Lyon et Bordeaux, convaincu qu'il édifiait quelque chose qui valait la peine, quelque chose qui durerait, quelque chose qui avait un sens. Valentine et Étienne passaient 4 ans à le démonter brique par brique de l'intérieur, avec sa signature, avec ses codes, avec l'accès qu'il leur avait donné librement, parce que c'est ainsi que fonctionne la confiance. On l'accorde sans inventaire, sans audit, parce que si l'on audite les personnes que l'on dit aimer, alors ce n'est plus de l'amour, mais de la comptabilité. « Y a-t-il un moyen de récupérer quelque chose ?» demanda-t-il. « Oui », dit Charles, et dans ce monosyllabe, il y avait suffisamment de détermination pour que Romain sache que son ami y avait déjà pensé. Tout n'est pas perdu. Les sociétés écrans ont des registres. Les virements laissent des traces. Le problème, c'est le temps et l'argent pour le processus légal. Et en ce moment, les deux manquent. J'ai besoin que tu sois physiquement ici le plus tôt possible,
Et j'ai besoin que tu contactes certains contacts qui peuvent encore t'aider avant que ça ne se refroidisse. Donne-moi 24 heures, Romain. 24 heures, Charles. Donne-moi ça. Une pause. D'accord. Mais charge ton téléphone. L'appel se termina. La batterie indiquait 9%. Romain resta assis sur la chaise de la cuisine, le téléphone éteint entre les mains. Il l'avait éteint lui-même pour conserver ce qui restait, et il regarda la nappe en toile cirée de la table, qui avait un motif de tournesol jaune sur fond bleu marine, et pensa à Valentine avec une froideur qui lui parut étrange même à lui-même. Ce n'était pas encore de la rage. La rage viendrait plus tard. Il le savait avec la férocité des choses qui s'accumulent en silence. Maintenant, c'était juste une compréhension aride, presque clinique. Il avait été l'instrument de sa propre destruction parce qu'il avait fait confiance aux mauvaises personnes avec la bonne intensité. Ce qui faisait mal, ce n'était pas l'argent. L'argent était récupérable dans une certaine mesure, avec du temps et du travail. Ce qui faisait mal, c'était l'architecture de la trahison, à quel point elle avait été méticuleuse, patiente, soutenue. 4 ans de mensonges parfaits nécessitaient une sorte de détermination que Romain, dans toute sa vie d'homme d'affaires, n'avait jamais eu à appliquer à autre chose qu'à construire. Ils avaient utilisé la même énergie que lui mettait à construire, mais pour détruire. Et il l'avait fait de l'intérieur, avec ses propres clés. Il était encore dans cet état, l'esprit tournant en cercle de plus en plus serré sur le même centre, lorsqu'il entendit la clé dans la serrure et que la porte de l'appartement s'ouvrit. Manon entra avec 2 sacs de courses dans les bras, le tablier à la taille, bien qu'il soit déjà midi. Le cabinet médical de Montmartre se terminait à 11 h. Le bureau des comptables durait jusqu'à 13 h. Mais aujourd'hui, elle était sortie plus tôt, car le comptable avait annulé, et les cheveux quelque peu détachés de son chignon du matin. Elle vit Romain assis à la table, le téléphone éteint entre les mains, et le regarda de la manière dont Manon regardait presque tout, directement, sans détour, évaluant sans juger. « Vous avez mangé autre chose que les tartines ?» demanda-t-elle en posant les sacs sur le comptoir de la cuisine. « Non. Depuis combien de temps êtes-vous assis là ?»« Je ne sais pas. » Manon se lava les mains, sortit une casserole, commença à faire bouillir de l'eau avec l'efficacité mécanique de celle qui cuisine sans y penser, car cuisiner fait partie du système musculaire de sa vie. « Vous voulez me raconter ?» dit-elle de dos. Romain la regarda. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-il. Et ce n'était pas de l'ingratitude, c'était une incompréhension sincère. Il était un homme qu'elle avait connu il y a moins de 12 heures, assis sur un banc de square sous la pluie, et elle l'avait ramené chez elle. Elle lui avait donné son canapé, l'avait laissé déjeuner avec sa fille, et maintenant elle faisait bouillir de l'eau comme si cela faisait partie de l'ordre naturel des choses. Manon mit du temps à répondre. Elle arrangea des légumes sur la planche, prit le couteau avec la main qui savait exactement où il était, car il était toujours au même endroit. « Parce que vous m'avez aidé quand vous n'aviez aucune raison de le faire, » dit-elle. « Et parce que ma maman m'a appris que les bonnes dettes ne se paient pas avec de l'argent, elles se paient avec ce qu'on vous a donné. Votre maman vous a bien appris. Ma maman était couturière. Elle cousait 12 heures par jour et avait encore le temps de m'enseigner ce qui compte. » Une pause. « Qu'avez-vous découvert au téléphone ?» Romain expira lentement. « Que mon associé s'est enfui du pays avec mon argent. » Pause. « Et que mon épouse l'a aidé. » Le couteau de Manon s'arrêta sur la carotte une demi-seconde, juste une demi-seconde. Son épouse était dans le coup depuis plus de 2 ans, selon mon avocat, probablement avant. Ils sont ensemble depuis 4 ans. Manon ne dit rien pendant un moment. Elle continua de couper les légumes, mais Romain pouvait voir dans la tension de ses épaules qu'elle traitait l'information. « Vous le saviez ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas une question d'accusation, c'était la question de quelqu'un qui a besoin de situer avec exactitude la carte de la douleur d'autrui pour savoir comment s'en approcher. « Non, » dit Romain, « je ne le savais pas et c'est le plus difficile à accepter que je n'ai rien vu. Parfois on ne voit pas parce qu'on ne veut pas voir, » dit Manon avec une honnêteté douce. « Ce n'est pas de la cécité, c'est qu'on décide de croire que la réalité est celle qu'on veut qu'elle soit. » Elle jeta les légumes dans la casserole. « Je ne vous le dis pas pour vous faire mal. Je vous le dis parce que l'autre version, celle où l'on est stupide ou naïf ou responsable, est pire et c'est un mensonge. » Romain la regarda longuement. « Il y a 10 ans, dit-il, quand on vous a renvoyé de l'entreprise après votre chute. Oui. Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte avec ce qui s'est passé? Vous aviez suffisamment de motifs. » Manon remua la casserole avec la cuillère en bois. Parce qu'à l'époque, j'avais 26 ans, je n'avais pas d'argent pour un avocat, j'avais une hanche fraîchement opérée et 3 mois de convalescence devant moi, et l'entreprise m'a discrètement proposé une indemnité inférieure en échange de mon silence. Une brève pause. J'ai accepté parce que j'avais besoin de manger et de payer le loyer. C'est ainsi que fonctionne le monde quand on n'a pas de filet de sécurité, monsieur Chevalier. Romain hocha la tête lentement. Mais avant qu'on ne me renvoie, continua Manon sans dramatisation, de la même voix avec laquelle elle aurait dit n'importe quelle chose quotidienne. J'ai vu des choses dans cette entreprise
qui ne correspondaient pas. Je les ai notés, je les ai gardés. Romain se tendit. Quel genre de choses? Des virements qui ne correspondaient pas, des factures de fournisseurs qui n'existaient pas, des enregistrements qui se répétaient selon des schémas anormaux. Elle se tourna pour le regarder. J'ai étudié la comptabilité 3 semestres. Je ne suis pas devenu comptable, mais je comprends les chiffres et ces chiffres n'étaient pas bons. Le silence dans l'appartement 3B était maintenant d'une qualité différente. Pas le silence de l'épuisement ni de l'inconfort. Le silence de 2 personnes qui venaient de percevoir qu'elles se tenaient au même point sans l'avoir planifié. « Qu'avez-vous fait de ce que vous avez vu ?» demanda Romain avec prudence. « Je suis allé le signaler au directeur administratif. Le lendemain, on m'a averti que mon contrat ne serait pas renouvelé. » Manon le regarda fixement. « Savez-vous qui était le directeur administratif à l'époque ?» Romain le savait déjà avant qu'elle ne le dise, mais il l'écouta de toute façon, car il avait besoin de l'entendre à voix haute pour que ce soit complètement réel. « Étienne Lefebvre », dit Manon, et le monde de Romain Chevalier, qui croyait déjà avoir fini de s'effondrer la nuit précédente, trouva un nouveau fond. Car si Étienne menait ce système avant même que Manon ne le découvre et la licenciée pour la faire taire, alors cela n'avait pas commencé il y a 3 ans, cela avait commencé il y a plus de 10 ans. Et quelqu'un, quelque part dans cette histoire, avait gardé les preuves. « Manon », dit Romain d'une voix différente de toute voix qu'il avait utilisée au cours des 48 dernières heures. Ce n'était pas la voix de l'homme vaincu, ni celle du cadre en crise. C'était la voix de l'homme qui venait de voir une issue dans une pièce qu'il croyait complètement fermée. « Qu'est-il arrivé à ces notes que vous avez prises, Manon ?» Elle éteignit le feu de la casserole, s'essuya les mains sur son tablier, et le regarda avec une expression qui était à la fois celle de quelqu'un qui a attendu 10 ans que quelqu'un lui pose exactement cette question, et celle de quelqu'un qui ne sait encore si c'est une bonne idée d'y répondre. « Je les ai gardés, dit-elle. Vous les avez toujours ?» Une pause qui dura exactement le temps de prendre une décision dont on sait qu'elle va changer les choses. « Oui, dit Manon, je les ai. » Et à ce moment-là, dans une petite cuisine avec une casserole de légumes à la vapeur et une nappe de tournesol jaune sur bleu marine, commença quelque chose qu'aucun des deux n'avait planifié, mais que le destin ou la justice ou la vie, qui sont parfois la même chose, préparait depuis 10 ans. Le premier pas. Romain Chevalier avait décroché son premier contrat à 23 ans, avec 400 € empruntés à son oncle, une camionnette pick-up au pare-brise fissuré et la conviction absolue, la seule sorte de conviction qui fonctionne quand on n'a rien d'autre, que le travail fait avec rigueur finit par parler de lui-même. 22 ans plus tard, cette conviction était la seule chose qu'Étienne Lefebvre et Valentine n'avaient pas pu lui voler, car c'était la seule chose qu'il n'avait jamais comprise. C'est ce qu'il pensa ce matin-là, debout devant le miroir de la salle de bain de l'appartement 3B, en se rasant avec le rasoir jetable que Manon avait déposé sans commentaire sur le lavabo, à côté d'une serviette pliée. Il y pensa avec la clarté froide, qui vient parfois après l'effondrement, quand le cerveau finit de traiter le choc et commence, presque malgré lui, à chercher l'angle à partir duquel on peut encore se tenir debout. Il avait des dettes, il avait un processus légal devant lui qui allait être long et coûteux, il avait son nom terni dans les cercles d'affaires où il avait opéré pendant 2 décennies, car les nouvelles de l'effondrement du groupe Chevalier étaient déjà sur les portails économiques. Charles lui avait envoyé les liens par message avant que la batterie ne s'épuise complètement. Et dans ce genre de nouvelles, il y a toujours un mélange de faits et de rumeurs qui fait des dégâts avant que quiconque n'ait la possibilité de démentir quoi que ce soit. Mais il avait aussi quelque chose qu'il n'avait pas 48 heures auparavant, un bout de fil. Et s'il y avait une chose que Romain Chevalier savait faire, c'était tirer sur un fil jusqu'à ce que la chose entière se défasse ou se reconstruise, selon la direction où l'on tirait. Il sortit de la salle de bain, la veste de son costume noir pliée sur le bras, déjà sèche, bien qu'irrémédiablement froissée, et trouva Manon dans la cuisine terminant de préparer quelque chose enveloppé dans du papier craft. « C'est pour le chariot de ce soir », expliqua-t-elle, sans qu'il ne demande. « Je fais les crêpes tôt pour qu'elles reposent bien. » Elle le regarda du coin de l'œil. « Vous avez mangé ? Oui, merci. Vous avez un plan ? Un début. » Manon hocha la tête. Elle continua de travailler. « J'ai besoin de charger le téléphone, » dit Romain. « Y a-t-il un magasin près d'ici où je peux acheter un chargeur ? Au coin, il y a une papeterie qui vend de tout. » Une pause. « Vous avez aussi besoin d'argent pour cela. » Romain ouvrit la bouche pour dire qu'il en avait et s'arrêta à temps, car la réalité était qu'il avait 320 € en espèces qui étaient restés dans son portefeuille de la dernière fois qu'il avait payé un café en espèces et une carte de crédit personnel dont la limite disponible était incertaine, étant donné l'état des comptes liés. « J'ai quelque chose, dit-il. C'est bon. » Manon s'essuya les mains et se rendit à l'étagère où elle gardait son sac. Elle sortit un billet de 20 € et le posa sur le comptoir sans le regarder dans les yeux, avec la naturelle de celle qui fait une chose pratique
et ne veut pas en faire un moment. Au cas où cela ne suffirait pas, Manon, vous me le rendrez quand vous pourrez. Elle roula une autre crêpe. Oh non, ce n'est pas la fin du monde. Romain prit le billet, ne dit pas merci encore une fois parce qu'il avait déjà dit merci trop de fois en 12 heures, et le mot commençait à se sentir insuffisant pour ce qu'il recevait. « Je vais avoir besoin de vous demander une autre faveur, dit-il. Dites, les notes que vous avez gardées de votre travail dans l'entreprise, j'ai besoin de les voir. Pas maintenant? Non, si vous n'êtes pas prête. Mais bientôt. » Manon ne répondit pas immédiatement. Elle continua à travailler ses mains sur la pâte, avec cette concentration qu'elle mettait dans les choses physiques comme si c'était une méditation. « Ce soir, dit-elle finalement, quand je reviendrai du chariot, si vous voulez toujours, je serai là. » Elle le regarda alors directement avec ses grands yeux sans filtre de courtoisie sociale. « Vous allez sortir aujourd'hui pour faire quoi ?» Romain réfléchit une seconde. « Pour commencer, dit-il. » Ce que Romain ne dit pas à Manon ce midi-là, c'est que commencer avait une forme très concrète et très peu glamour qu'il n'aurait pas pu expliquer sans que cela ne sonne comme ce que c'était. La décision d'un homme qui a tout perdu de faire la seule chose qu'il sait faire, qui est de travailler avec ce qu'il a de disponible sur le moment, à l'endroit où il se trouve. Et ce qu'il avait de disponible, c'était le chariot de Manon. L'idée ne vint pas d'un coup, elle vint par fragments, alors qu'il marchait vers la papeterie du coin avec ses 32 € et les 20 € de Manon dans sa poche, regardant le quartier avec l'attention nouvelle de quelqu'un qui l'avait toujours survolé en berline et qui y posait le pied pour la première fois. Il y avait une vie ici qu'il n'avait jamais vue de près. La dame qui vendait des jus sur le trottoir avec sa centrifugeuse industrielle, l'homme du kiosque à journaux qui connaissait le nom de chaque client, la laverie avec des draps suspendus à la corde à linge sur le toit, flottant comme des drapeaux de quelque chose de quotidien et de vrai. Il acheta le chargeur, chargea le téléphone assis sur un banc devant la papeterie pendant 40 minutes, faisant 3 appels clés pendant que la batterie montait de 0, à Charles Mercier pour coordonner les prochaines étapes légales, à un ancien collaborateur de confiance pour demander une faveur d'information et à sa banque personnelle pour comprendre exactement ce qu'il avait et ce qu'il n'avait pas. Ce qu'il avait été peu, ce qu'il n'avait pas était presque tout, mais peu et rien sont des catégories distinctes, et Romain Chevalier le savait mieux que quiconque. Il rentra à l'appartement à 6 heures. Manon préparait le chariot pour la sortie nocturne. Elle vérifiait la flamme du réchaud, comptait les crêpes emballées, remplissait le récipient de chocolat chaud, ajustait les petites lumières jaunes qui se détachaient toujours de leurs pinces. Romain la regarda travailler un instant. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il. Manon leva les yeux. « À quoi ? À n'importe quoi. Avec le chariot. Ce soir. » Elle l'étudia de son regard direct. « Avez-vous déjà vendu de la nourriture dans la rue ? Non. Avez-vous poussé un chariot comme ça dans 4 quartiers à minuit ? Non. Savez-vous combien coûte une crêpe et combien coûte le chocolat chaud ? Et comment rendre la monnaie à quelqu'un qui a un billet de 50 € à 1h du matin ? Non. Mais je peux apprendre, Manon. » Elle y réfléchit. Quelque chose passa sur son expression qui n'était pas exactement un sourire, mais s'y apparentait. « D'accord, dit-elle, mais vous obéissez à ce que je dis sur le chariot. Je suis la chef. Entendu ? Et si quelqu'un vous reconnaît et fait un scandale, vous vous taisez. Et je parle. Entendu ? Et ne vous plaignez pas des rampes. Il y en a 3 sur le parcours qui sont très mauvaises, et le chariot pèse lourd. Entendu ? Manon lui tendit un tablier bleu marine, celui de rechange qu'elle gardait plié dans le sac du chariot, pour quand le sien était trop mouillé. « Mais taise-les, dit-elle, vous avez l'air de ce que vous êtes avec cette veste. » Ils sortirent à 22 heures. Romain poussait le chariot qui pesait effectivement lourd, et les rampes en mauvais état étaient exactement aussi mauvaises que Manon l'avait averti. Et Manon marchait à ses côtés, marquant le rythme et l'itinéraire, avec l'autorité tranquille de celle qui connaît son territoire. Les 2 premières heures furent relativement anonymes. Les clients nocturnes du chariot de Manon étaient des travailleurs de nuit, des agents de sécurité, des chauffeurs de taxi en pause, des jeunes couples qui rentraient tard de quelque part. Personne ne regarda Romain avec une attention particulière. Personne ne le reconnut. Il n'était que l'homme au tablier bleu qui servait le chocolat chaud pendant que la dame encaissait. Ce fut à la 3e heure que cela se produisit. Un homme avec un téléphone à la main attendant sa crêpe le regarda 2 fois, puis une 3e. Puis il sortit son téléphone, chercha quelque chose à l'écran, le regarda à nouveau et prit une photo. Le lendemain, cette photo était sur 3 portails de potins d'affaires et dans plusieurs groupes WhatsApp avec la même légende variant en rédaction, mais identique en intention. Romain Chevalier, ex-directeur du groupe Chevalier, vendant des crêpes dans la rue après l'effondrement de son entreprise. Les commentaires étaient exactement ce que l'on imagine être les commentaires de ce genre de publication. Un mélange de foi schadenfreude, de moralisme bon marché, de gens qui n'avaient jamais entendu parler de Romain Chevalier jusqu'à ce moment, mais qui avaient une opinion très arrêtée sur son caractère et ses mérites. Romain le sut à 7 heures du matin le lendemain,
lorsque Charles Mercier lui envoya les liens avec un message disant « Tu veux que je démente quelque chose ?» Romain répondit « Non, qu'ils disent ce qu'ils veulent, car quelque chose s'était passé cette nuit-là sur le parcours du chariot qu'aucune photo WhatsApp ne pouvait capturer. À un moment donné, entre le 2e et le 3e quartier, poussant ce chariot dans des rues qu'il n'avait jamais parcourues, servant du chocolat chaud à des personnes qu'il n'avait jamais vues, écoutant Manon échanger des noms et de courtes blagues avec ses clients habituels, Madame Consuelo de l'immeuble Rose, qui demandait toujours une crêpe au jambon fromage, le jeune homme de la station-service qui prenait du chocolat chaud pour tenir son service, le couple de grands-parents qui sortait chaque nuit se promener et finissait toujours au chariot, Romain avait ressenti quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir, que le sol était sous ses pieds. Pas le sol métaphorique du succès ou de la sécurité financière, le sol littéral, réel, le pavé humide des rues d'un quartier de classe moyenne de Paris, sous ses chaussures, qui commençait déjà à montrer l'usure des jours difficiles, un sol concret, réel, sans intermédiaire, et sur ce sol il pouvait se tenir debout. Le reste, il le construirait. Les vidéos arrivèrent le 3e jour. Pas les vidéos des portails de potins, celles-là il les avait déjà vues. D'autres vidéos, des enregistrements que certaines personnes du parcours nocturne avaient fait avec l'intention inverse, non pas de ridiculiser, mais de montrer quelque chose qui leur avait semblé, pour une raison qu'aucun d'eux n'aurait su articuler avec exactitude, digne d'être vu. Dans l'une d'elles, enregistrée par Madame Consuelo depuis la fenêtre de son appartement, on voyait Romain pousser le chariot en monter sur une rampe cassée, les dents serrées et les épaules tendues, tandis que Manon marchait devant, marquant le rythme et sans se retourner, car elle savait qu'il y arriverait seul, car elle l'avait déjà vu faire la nuit précédente. La vidéo n'avait pas de texte, seulement le son de la rue la nuit et les roues grinçantes du chariot. Et à la fin, lorsqu'ils arrivaient sur le plat et que Romain poussait un long soupir d'effort, le rire doux de Manon qui disait « Tu vois, les rampes te connaissent déjà ». Cette vidéo a eu 400 000 vues en 48 heures. Les commentaires étaient différents de ceux du portail de Potins. Ils disaient des choses comme « C'est de la dignité et plus de respect que la moitié de ceux qui ne sont jamais tombés. Et qui est la dame au chariot ? C'est elle l'histoire. » Manon vit les commentaires à son sujet depuis le téléphone de Romain. Elle n'avait pas de réseaux sociaux. Elle n'en avait jamais eu. C'était une décision pratique de quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre devant des écrans, et elle ne dit rien pendant un moment. Puis elle rendit le téléphone. « Les gens ont trop de temps libre », dit-elle, et alla vérifier le réchaud. Romain rangea le téléphone. Mais quelque chose dans ces 400 000 chiffres l'avait ému d'une manière inattendue. Pas l'ego, pas la vanité que l'on pourrait supposer chez un homme habitué aux projecteurs d'entreprise. C'était autre chose, c'était la confirmation que le sol était toujours là, ferme, et qu'au-dessus de ce sol, il y avait de vraies personnes qui regardaient, et que ce que ces gens regardaient n'était pas la chute, mais la manière de se relever après. C'était ce qu'il fallait construire ensuite. Et pour le construire, il avait besoin des preuves de Manon, ce que personne ne savait de Manon. Le dossier était bleu marine en carton robuste avec le genre de fermeture métallique que plus personne n'utilise parce que tout est stocké dans des nuages et des serveurs et des mémoires externes, mais que Manon avait choisi précisément pour cela, parce que ce qui est sur papier existe d'une manière que le numérique n'existe pas. Le numérique peut être effacé, piraté, perdu lors d'une mise à jour. Le papier, si on le garde bien, il est simplement là. Elle le sortit de dessous le lit, de la partie la plus profonde, derrière une boîte à chaussures et un cartable scolaire de Camille de l'année précédente. Il y avait une fine couche de poussière sur le bord supérieur que Manon essuya avec le chiffon avant de le poser sur la table de la salle à manger, et ce geste, le nettoyer avant de le lui remettre comme si le dossier méritait d'être présenté avec soin, disait quelque chose sur elle que nul mot n'aurait mieux dit. Il était presque 1h du matin. Camille dormait. L'appartement était silencieux, sauf le bruit lointain d'un camion sur l'avenue et le goutte occasionnel du robinet de la cuisine, que Manon devait réparer depuis 2 semaines, car le plombier demandait trop cher. Romain s'assit devant le dossier. Manon s'assit de l'autre côté de la table, les mains croisées sur la nappe de tournesol, comme quelqu'un qui est sur le point de faire une déclaration et qui a attendu le bon moment plus longtemps que quiconque ne devrait avoir à attendre. « Avant que vous ne l'ouvriez, dit Manon, je dois vous raconter quelque chose que je ne vous ai pas dit avant. » Romain leva les yeux. « Quand je suis allé signaler les irrégularités au directeur administratif, commença-t-elle, d'une voix tranquille, celle de quelqu'un qui a repassé une histoire dans sa tête tant de fois qu'elle ne tremble plus en la racontant. Je n'y suis pas allé sans préparation. J'y suis allé avec des copies. J'avais photocopié les documents que j'avais trouvés pendant 3 semaines. Pas tous, car je n'avais pas toujours l'occasion,
mais les plus importants, ceux qui avaient des chiffres qui ne correspondaient pas, ceux qui avaient des signatures qui ne correspondaient pas au système d'autorisation que j'avais appris à lire sur les avis affichés sur les murs des salles de réunion. Pause. Étienne Lefebvre m'a écouté, il m'a dit qu'il appréciait mon initiative et le lendemain, on m'a donné l'avis de non-renouvellement. Ça, vous le savez déjà. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette même nuit, avant qu'on ne me notifie quoi que ce soit, je savais déjà que quelque chose allait se passer. Je l'ai vu sur le visage d'Étienne quand je suis sorti de son bureau. Il y a une expression que les gens ont quand ils décident que vous êtes un problème à résoudre. Ses yeux étaient très directs. Mon père a eu cette expression une fois quand on lui a dit sur le chantier qu'on allait revoir sa situation professionnelle. 2 jours plus tard, il s'est retrouvé sans travail. On apprend à la reconnaître. Qu'avez-vous fait cette nuit-là? Avant de sortir de l'immeuble, j'ai fait plus de copies de tout ce qu'il y avait dans les classeurs du 4e étage, qui n'étaient pas fermés à clé, car personne n'aurait imaginé que la femme de ménage puisse avoir le moindre intérêt à ce qu'il y avait à l'intérieur. Une très brève pause, et je les ai emportés dans mon sac de course, sous les oranges. Romain la regarda une seconde sans rien dire. « Sous les oranges » répéta-t-il. « Personne ne vérifie le sac de course de la femme de ménage » dit Manon sans vanité. Juste comme une constatation d'un fait. Ça aussi, je l'ai appris de ma maman. L'invisibilité, quand on ne peut pas la changer, devient un outil. Romain ouvrit le dossier. Ce qu'il y avait à l'intérieur était plus que ce qu'il attendait. Ce n'était pas seulement un carnet de notes. Bien que celui-ci ait 80 pages écrites d'une écriture serrée et ordonnée, date et description de chaque anomalie que Manon avait observée pendant 3 mois. Il y avait des documents, des photocopies de factures, certaines avec des en-têtes de fournisseurs que Romain reconnut immédiatement comme des entreprises avec lesquelles le groupe avait travaillé et qui, en les voyant maintenant, avec l'œil entraîné de quelqu'un qui savait exactement quoi chercher, révélaient des incohérences qu'à l'époque personne n'avait voulu voir. Il y avait des registres de virements avec des tampons de réception. Il y avait 2 courriels imprimés sur papier avec une date d'il y a 10 ans et 3 mois, qui étaient des communications internes entre Étienne Lefebvre et une adresse e-mail que Romain ne reconnut pas, mais que Charles Mercier allait reconnaître car c'était le genre d'adresse d'entreprise fantôme que les avocats de recouvrement d'entreprise connaissent par structure. Romain tourna les pages lentement, à 1h du matin devint 2h. Manon lui fit du thé sans demander, car c'était son heure de thé, et parce que le moment l'exigeait. Et elle resta assise à lire à voix basse ce qu'il désignait, expliquant le contexte de chaque document avec la mémoire spécifique de celui qui n'avait pas seulement copié des papiers, mais les avait compris. Ce fournisseur, dit Manon en désignant une facture, apparaît dans 4 contrats distincts du 5e trimestre. Même montant, services prétendument fournis différents. Mais les services sont incompatibles entre eux. On ne peut pas faire de conseil en sol et en même temps de location de machines lourdes et aussi des études environnementales avec le même numéro SIRET et le même nombre d'employés. C'est impossible opérationnellement. Comment savez-vous cela? Manon haussa légèrement les épaules. Parce que quand on nettoie les bureaux d'une entreprise de construction pendant 8 mois, on apprend comment fonctionne l'entreprise de construction. Les documents que les gens laissent sur les bureaux et dans les imprimantes sont comme un manuel que personne ne donne à personne, mais qui est là pour qui veut le lire. Une pause. Je lisais beaucoup. Romain la regarda un instant avec une expression qu'elle ne sut pas classer immédiatement. Ce n'était pas de la condescendance, c'était quelque chose de plus proche de la reconnaissance sincère de quelqu'un qui venait de comprendre qu'il avait sous-estimé l'intelligence de la personne en face de lui. Non par méchanceté, mais par l'inertie aveugle des préjugés que l'on porte sans savoir qu'on les porte. « Vous avez étudié la comptabilité », dit-il. 3 semestres. Pourquoi avez-vous arrêté? Parce que ma maman est tombée malade et que quelqu'un devait travailler. Vous avez terminé après, n'est-ce pas? Après est venu Camille et le chariot et tout le reste, sans amertume, juste des faits. Mais les 3 semestres, je les ai bien appris. Romain ferma le dossier un instant et la regarda directement. Manon, ce que vous avez ici, il désigna le dossier d'une main ouverte. C'est plus que ce que mon avocat a pu réunir en 3 jours d'enquête active avec des ressources. C'est le début d'une affaire. Ça sert après 10 ans, les délits de fraude corporative ont de longs délais de prescription en France. Et si le système a continué, ce qui est le cas, car ce que vous avez vu il y a 10 ans était le début de quelque chose qui a continué à fonctionner jusqu'à la semaine dernière. Alors le délai court à partir de la dernière opération frauduleuse, pas de la première. Romain ouvrit le dossier à nouveau. C'est l'origine. L'origine prouve l'intention systématique, et cela change tout le poids de l'affaire. Manon hocha la tête lentement. Et Étienne est déjà dans un autre pays, aux îles Caïman, selon mon avocat. Mais il est parti avec des documents sous son 2e prénom. Il y a des traités d'extradition, ce n'est pas impossible. Et Valentine? Romain mit une seconde de plus à répondre à ce nom. Valentine est toujours en France.
Elle a probablement cru que le dossier était suffisamment petit pour qu'il n'y ait pas d'affaire. Il regarda les documents. Elle s'est trompée. Le silence qui suivit ne fut pas un silence vide. Ce fut le silence de deux personnes assises devant quelque chose d'important, qui pèse, qui va avoir des conséquences, qui n'ont pas encore de forme, mais que l'on peut déjà sentir dans l'air du petit appartement, avec une tache d'humidité dans le coin et des dessins d'enfants sur les murs. « Y a-t-il autre chose ?» dit Manon. Romain leva les yeux. Elle hésita. C'était la première fois de toute cette semaine que Romain la voyait hésiter, et cela seul suffit à lui dire que ce qui allait arriver était différent de tout le reste. « Cette nuit-là, dit Manon, quand j'ai copié les documents et que je les ai sortis sous les oranges, je ne suis pas sorti seul de l'immeuble. Il y avait un agent de sécurité au rez-de-chaussée qui m'ouvrait toujours la porte cochère. À 18h, un homme âgé, Monsieur André, qui travaillait dans l'immeuble depuis 15 ans et que tout le monde ignorait parce qu'il faisait partie du mobilier, comme moi. Pause. Monsieur André m'a vu sortir cet après-midi-là avec le sac et a vu mon visage, et sans que je ne lui dise rien, sans que je ne lui explique absolument rien, il m'a dit « Bon courage, mademoiselle Manon, et gardez bien ce que vous emportez. » Romain la regarda. Il savait, il voyait tout, comme tous ceux qui sont invisibles dans un immeuble. Ce qui se passe, c'est que personne ne nous demande parce que personne ne pense que cela vaille la peine de demander. Une pause. Monsieur André est mort il y a 6 ans, d'une crise cardiaque. Mais avant de mourir, il m'a laissé une enveloppe par l'intermédiaire de sa fille. À l'intérieur, il y avait une clé USB avec les fichiers qu'il avait copiés au fil des ans depuis l'ordinateur du poste de sécurité, où étaient enregistrés tous les accès à l'immeuble, tous les visiteurs, tous les horaires d'entrée et de sortie de chaque personne. Romain sentit quelque chose de physiquement perceptible, une sorte d'électricité lente parcourir la ligne de ses épaules. Vous avez cette clé USB, elle est dans le dossier, dans la poche intérieure, collée avec du ruban adhésif marron. Romain ouvrit la poche intérieure du dossier. Elle était là, une clé USB grise, petite, de celle d'il y a 15 ans, avec une étiquette en papier écrite à la main d'une écriture d'homme âgé qui disait simplement « Au cas où cela servirait un jour ». Ah, il la tint dans la paume de sa main. Monsieur André, un agent de sécurité que personne ne voyait, qui pendant des années avait enregistré en silence tout ce qui se passait dans cet immeuble, qui avait reconnu chez une jeune femme avec un sac d'orange quelqu'un qui faisait ce qui était juste et qui avait décidé, sans que personne ne le lui demande, de faire sa part. « Savez-vous ce qu'il y a dans cette clé USB ?» demanda Romain. « Je l'ai ouverte une fois, il y a des années, quand elle m'est parvenue. J'ai vu des enregistrements d'accès, des noms, des dates, des heures. Je n'ai pas complètement compris ce que cela signifiait sans le contexte. Mais j'ai vu le nom d'Étienne Lefebvre, à des heures qui ne correspondaient pas à ses heures de travail officielles. Et j'ai vu le nom de Valentine Dubois, avant d'être chevalier, quand elle utilisait encore son nom de jeune fille, dans 2 registres de visite, à des dates d'il y a 12 ans. Le poids de cela tomba sur la table entre les deux avec la gravité silencieuse de quelque chose qui met du temps à tomber, mais qui quand ça tombe, tombe complètement. Valentine et Étienne, 12 ans auparavant, avant qu'elle n'épouse Romain, avant que Romain ne la connaisse probablement, ce qui signifiait que lorsque Valentine entra dans la vie de Romain Chevalier, Étienne Lefebvre était déjà dans la vie de Valentine. Ce qui signifiait que le mariage, les 14 ans, les dîners avec les ministres, les tableaux sur les murs du Penthouse, le parfum Chanel No. 5, avaient été dès le début une partie du plan. Romain posa la clé USB sur la table avec précaution. Manon l'observa. « Ça va ?» demanda-t-elle d'une voix basse, celle de quelqu'un qui pose une vraie question et non de protocole. « Non, dit-il, mais je vais aller bien. » Et ce fut la première fois depuis que Valentine avait fermé la porte que Romain Chevalier le dit et le crut en même temps. L'épreuve, Charles Mercier arriva à l'appartement 3B à 11h du matin le lendemain avec une mallette en cuir noir, des cernes de 3 jours et le café qu'il avait acheté à la supérette du coin encore à la main car il n'avait pas eu le temps de le boire. C'était un homme mince de 50 et 1 an avec des lunettes à monture fine et ce genre de sang-froid que seuls ont les avocats qui ont vu beaucoup de choses difficiles et ont appris que la sérénité fait partie du travail. Romain l'attendait à la porte et les deux s'étreignirent brièvement avec la retenue des hommes qui se connaissent depuis 30 ans et savent exactement combien dure le moment d'humanité avant qu'il ne faille se mettre au travail. Manon les reçut, leur servit du vrai café sur la table, pas celui de la supérette, que Charles laissa inachevé avec un soulagement visible et s'assit sur la chaise du coin sans que personne ne lui dise rien, parce que c'était sa table et sa maison, et parce que ce qui allait être discuté l'incluait d'une manière que personne des personnes présentes ne fit semblant d'ignorer. Charles ouvrit le dossier bleu marine. Le silence qui suivit pendant qu'il le révisait,
avait la densité particulière du silence des avocats quand ils lisent. Une concentration qui exclut tout le reste, qui n'est pas de l'impolitesse, mais un focus absolu. Il tourna les pages, tint les factures contre la lumière, lut les courriels imprimés 2 fois chacun. Il prit la clé USB et la connecta à son ordinateur portable, avec le soin de celui qui manipule des preuves, car c'était techniquement ce que c'était, et il examina les fichiers avec la même attention méthodique. Personne ne parla pendant 22 minutes. Quand Charles leva les yeux, son expression était celle de quelqu'un qui a trouvé quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver, et qui recalibre intérieurement l'ampleur du problème et de la solution. « Où avez-vous trouvé cela » demanda-t-il à Romain. « Je ne l'ai pas trouvé moi-même » dit Romain. Manon l'avait. Charles regarda Manon pour la première fois avec l'attention réelle qu'il avait prêtée au dossier. Il l'étudia de la manière dont les avocats étudient les témoins, cherchant la cohérence, la crédibilité, la solidité de ce qu'ils voient. Vous avez travaillé au groupe Chevalier, nettoyage, équipe du matin, 5e au 10e étage, pendant 8 mois, il y a 10 ans et quelques mois, et vous avez copié ces documents pendant ce temps. Oui, pourquoi? Parce que ça ne correspondait pas, et que quelqu'un devait s'en rendre compte. Charles la regarda une seconde de plus, puis hocha la tête avec la lenteur de quelqu'un qui venait de prendre une décision importante. Vous devrez témoigner, dit-il. À un moment du processus, tout ce que vous avez vu et comment vous l'avez vu devra être dit devant un juge. Je sais, dit Manon, sans qu'un muscle de son visage ne bouge. Vous êtes prête? Pourquoi croyez-vous que je l'ai gardé 10 ans? Charles Mercier, qui en 30 ans de carrière avait vu des témoins clés pliés sous une pression bien moindre que celle que cette affaire allait générer, la regarda un instant de plus et revint au document. D'accord, dit-il. Commençons. Ils travaillèrent 8 heures d'affilée. Charles sur l'ordinateur portable, construisant la carte de la structure frauduleuse à partir des documents de Manon et les croisant avec ce que son équipe avait réuni les jours précédents. Romain à ses côtés, apportant la connaissance interne de l'entreprise, les noms, les processus, les dates de contrat qu'il avait lui-même signées sans savoir qu'il faisait partie de l'échafaudage. Et Manon, dont personne n'aurait imaginé qu'elle serait la personne la plus utile dans la pièce, répondant aux questions avec une précision chirurgicale sur des détails que ni Charles ni Romain ne pouvaient connaître parce que c'était des détails de ce qui se passe dans un immeuble de bureau quand personne d'important ne regarde. Ce fournisseur de la facture du 3e trimestre, dit Charles à un moment en désignant l'écran. Savez-vous s'il avait une présence physique dans l'immeuble? Avez-vous déjà vu quelqu'un le représenter? Manon réfléchit exactement 3 secondes. Une fois, un homme avec une mallette grise qui est arrivé un mardi d'octobre sans rendez-vous et est monté directement au 10e étage sans passer par la réception. Monsieur André l'a enregistré parce que c'était son protocole, même si les gens d'en haut lui disaient que ce n'était pas nécessaire. Pause. Le nom qu'il a donné à l'enregistrement était Fournier, qui est aussi mon nom de famille, ce qui est. Pourquoi je m'en suis souvenu? Différent du mien, mais même nom de famille. Charles tapa au clavier, ouvrit la clé USB, chercha dans les enregistrements d'accès par date et nom de famille, le trouva en 40 secondes. Fournier-Laroche, Gérard, mardi 14 octobre, il y a 10 ans et 4 mois. Accès direct 10e étage. Autorisé paré. Lefebvre. Charles leva les yeux. Gérard Fournier-Laroche est le nom du représentant légal de 3 des entreprises fantômes qu'Étienne a utilisées pour déplacer l'argent. C'est son beau-frère. Le silence fut bref, mais absolu. Tout est lié, dit Romain à voix basse. Tout est lié, confirma Charles. Et le plus important, cela remonte dans le temps. Ce que Manon a vu il y a 10 ans n'est pas un antécédent isolé. C'est l'origine documentée d'un système qui a continué à fonctionner pendant une décennie. Cela signifie que la fraude n'a pas été prescrite parce qu'elle n'a jamais cessé. Il referma l'ordinateur portable à moitié et regarda Romain. C'est récupérable, Romain. Pas tout, pas immédiatement, et ce ne sera pas facile, mais il y a une affaire. Il y a une vraie affaire. Romain ne dit rien. Il appuya ses coudes sur la table et resta à regarder le dossier bleu marine avec une expression que Manon, depuis sa chaise du coin, identifia sans difficulté. C'était l'expression de quelqu'un qui tombe depuis des jours et qui vient de sentir quelque chose de ferme sous ses pieds. « De quoi avons-nous besoin maintenant ?» demanda Romain. 3 choses. Charles leva un doigt. Premièrement, un avocat pénaliste spécialisé dans les délits d'entreprise. Je suis civil et commercial. Cela a dépassé mon domaine. Je connais quelqu'un, maître Delacroix, sans lien avec les fourniers du registre, précisa-t-il avec une petite ironie sèche, qui est la meilleure dans ce domaine et qui me doit une faveur. Je l'appelle aujourd'hui. 2e doigt. Nous avons besoin que les documents de Manon soient authentifiés par un expert pour que leur valeur probante soit inattaquable devant un juge. Ça, je le coordonne.
Troisième doigt. Et nous avons besoin de protection pour Manon. L'ambiance dans l'appartement changea avec ce dernier mot. Protection? Demanda Manon sans alarme, mais avec attention. Quand Étienne et Valentine réaliseront qu'une affaire est en train de se monter, et ils le réaliseront parce qu'ils ont des avocats qui surveillent ces mouvements, ils voudront savoir d'où viennent les preuves, et à un moment donné, ils arriveront à vous. Charles la regarda directement. Je ne vous dis pas cela pour vous effrayer. Je vous le dis pour que nous soyons préparés avant que cela ne se produise. Manon traita cela avec le même calme avec lequel elle traitait tout. Et Camille? Demanda-t-elle aussi. C'est pourquoi j'ai besoin de savoir s'il y a un endroit où elles peuvent rester pendant que le processus avance. Quelque chose de discret. Manon regarda Romain. Romain la regarda. Il y a des options, dit-il. Nous allons résoudre ça. L'appel à Maître Delacroix fut passé par Charles depuis l'appartement, le téléphone en haut-parleur pour que Romain puisse entendre. C'était une femme à la voix grave et directe qui écouta le résumé de l'affaire en 6 minutes sans interrompre, et à la fin dit « Envoyez-moi les documents scannés cet après-midi. Demain à 9, nous avons une réunion, et dites à votre client de ne parler à aucun média avant que je ne le dise. Aucun. Entendu ? Il y a un témoin direct avec accès direct à l'opération dans la période initiale ?» Charles regarda Manon. « Oui, dit-il, et elle est solide. » Une brève pause de l'autre côté de la ligne. « Mieux encore, dit Maître Delacroix et raccrocha. Ce fut cet après-midi-là, pendant que Charles scannait des documents et que Manon préparait le chariot pour le soir, car le chariot ne s'arrêtait pas, la vie ne s'arrêtait pas. Il y avait des crêpes à faire et du chocolat chaud à réchauffer et 4 quartiers à parcourir. Et cela ne changeait pas parce que le monde des autres était en pleine convulsion. Lorsque Romain s'approcha de la cuisine et la trouva travaillant avec cette efficacité qui ne diminuait jamais, Manon dit « 10, il y a quelque chose que je veux te demander et que je ne sais pas bien comment demander. » Elle posa le couteau sur la planche et se tourna pour le regarder. Parce que quand quelqu'un dit qu'il ne sait pas comment demander quelque chose, il est juste de le regarder en face pendant qu'il essaie. « Pourquoi avez-vous gardé tout cela pendant 10 ans ?» demanda Romain. « Pas pour l'affaire, pas par stratégie. Pourquoi vous, qui aviez votre propre monde à soutenir, avez-vous continué à porter cela ?» Manon mit du temps à répondre, non parce qu'elle ne savait pas la réponse. Elle la savait parfaitement depuis longtemps, mais parce que c'était une réponse qu'elle n'avait jamais dite à voix haute, et qu'en la disant, elle allait devenir réelle d'une manière différente. Parce que j'ai vu comment fonctionne le monde quand les gens qui ont le pouvoir décident que les règles ne s'appliquent pas à eux, dit-elle d'une voix tranquille et sans âpreté. Je l'ai vu dans ce qui est arrivé à mon papa sur le chantier. Je l'ai vu quand on m'a fait taire. Je l'ai vu chez chaque personne que je connais qui a travaillé toute sa vie et qu'un jour quelqu'un avec plus d'argent ou plus de relations vient et lui dit que ce qu'elle a construit ne vaut rien et qu'elle doit partir. Une pause. Et j'ai pensé que si un jour j'avais entre les mains quelque chose qui pourrait changer, ne serait-ce qu'un bout de ça, je n'avais pas le droit de le jeter. Romain la regarda longuement. Vous pensiez que vous alliez l'utiliser un jour ? Honnêtement, dit Manon. Pas toujours. Il y a eu des années où j'ai pensé que ce n'était que du papier rangé sous le lit et que ça y resterait, mais je l'ai quand même gardé. Elle revint au couteau et à la planche. Les choses qu'on garde par principe, même si on ne sait pas pourquoi, finissent presque toujours par servir à quelque chose. Romain resta dans l'embrasure de la porte de la cuisine, regardant les dessins sur les murs du salon, la nappe de tournesol, l'étagère avec la Vierge Marie et les cahiers de Camille, et les romans d'occasion et les petites lumières du chariot que Manon avait mise à recharger sur la prise murale. Il pensa aux pentouses de marbre blanc, aux tableaux d'artistes qu'il avait achetés dans des galeries parce que le conseiller en images avait dit qu'un homme de sa position devait les avoir, au dîner avec les ministres où l'on parlait de tout sauf de ce qui importait, aux 14 ans d'une vie qui avait été au fond un décor très cher sans rien de réel derrière. Et il pensa à cet appartement qui avait une tache d'humidité dans le coin et un robinet qui goûtait, et un canapé bordeaux qui grinçait, et des dessins faits par une petite fille de 8 ans qui faisait seule ses tresses, et qui déjeunait et faisait des multiplications en même temps, et qui lui avait dit avec l'honnêteté, sans cruauté que seuls ont les enfants, qu'il avait l'air d'avoir subi quelque chose de très grave. « Manon, dit-il, quand cela sera fini, quand le processus avancera et qu'il y aura un résultat, je veux vous parler de quelque chose. De quoi ? De ce qui vient après pour nous deux, une pause. Mais ça, ce sera quand ce sera fini. Maintenant, il faut finir. » Manon le regarda un instant, puis hocha la tête une seule fois et retourna à ses crêpes. Et dans le salon, Charles Mercier terminait de scanner le dernier document du dossier bleu marine, tandis qu'à l'extérieur, la ville continuait d'être la ville bruyante, contradictoire, pleine de gens qui ne savent pas ce qui se passe dans un appartement du 3e étage d'une rue sans nom important. Et la bataille qui avait attendu dans un tiroir sous un lit derrière une boîte à chaussures pendant 10 ans commençait enfin. La tempête,
Le premier avertissement arriva sans avoir l'air d'un avertissement. C'était un mardi à 6 heures du matin, 3 jours après la réunion avec Charles et Maître Delacroix, quand Manon descendit chercher le chariot enchaîné au rez-de-chaussée et trouva que les petites lumières jaunes avaient été arrachées, pas une, mais toutes. La chaîne du cadenas était intacte. Le chariot à sa place, mais quelqu'un avait passé ses doigts sur chacun des crochets des pinces à linge en bois et avait retiré chaque petite lumière avec la patience de quelqu'un qui veut laisser un message sans laisser de traces. Manon resta immobile devant le chariot un instant. Elle compta ce qui manquait, 17 petites lumières. Puis elle monta à l'appartement, dit à Romain ce qu'elle avait trouvé et commença à préparer le petit déjeuner de Camille comme si de rien n'était, car Camille était dans la chambre en train de s'habiller et Manon avait appris depuis longtemps que les peurs que l'on montre devant ses enfants sont les peurs que les enfants portent le reste de leur vie. « C'est un avertissement », dit Romain à voix basse. « Je sais », répondit Manon tout aussi bas, sans quitter la poêle. « Ils savent que nous bougeons quelque chose ou ils le soupçonnent. Il y a une différence. » Elle retourna la galette avec les doigts, rapidement, sans se brûler, avec le muscle des années. S'ils savaient avec certitude, ce ne serait pas des petites lumières, ce serait autre chose. Romain la regarda. Elle avait raison, c'était une tentative, pas une action. Quelqu'un envoyant un signal pour voir comment il réagissait. « Je vais appeler Charles », dit-il. « Attendez que Camille sorte pour l'école. » Camille sortit à 8x avec son sac à dos de dinosaure vert et ses tresses asymétriques et son cahier de mathématiques sous le bras. Et avant de descendre les escaliers, elle s'arrêta à la porte et regarda Romain avec cette fixité sans filtre qui lui était propre. « Il se passe quelque chose ?» demanda-t-elle. « Non », dit Romain. Camille le regarda une seconde de plus que nécessaire pour une réponse satisfaisante, puis regarda sa maman. « Il se passe quelque chose ?» répéta-t-elle cette fois à Manon. « Rien qui ne se résolve, » dit Manon. « Allez, vous allez être en retard. » Camille descendit les escaliers. Manon attendit le bruit de la porte cochère du rez-de-chaussée avant de relâcher le souffle qu'elle retenait. Charles Mercier arriva ce même jour avec Maître Delacroix, qui en personne était exactement comme sa voix, direct, sans fioriture, avec un dossier sous le bras, et une expression qui laissait entendre qu'elle avait vu des choses plus compliquées que des petites lumières arrachées, et que ce n'était pas le moment de perdre du temps en alarmes inutiles. « Ce qui concerne les petites lumières peut être une coïncidence ou une pression », dit-elle, assise sur la chaise du coin que Manon avait déjà adoptée comme la sienne, ce qui impliquait que Manon s'était assise sur l'autre chaise, ce qui à son tour impliquait que l'appartement 3B était devenu, sans que personne ne l'ait déclaré formellement, et le quartier général de quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui avait une direction. Dans tous les cas, nous changeons les délais. Je vais déposer la plainte pénale cette semaine plus tôt que prévu, car une fois que le processus est formellement ouvert, le niveau de protection légale augmente de manière significative. Elle regarda Manon. Les documents sont authentifiés. L'expert termine demain, dit Charles. Bien, dès que vous avez l'avis, vous me l'envoyez et j'ai besoin que vous... Elle regarda Romain. Soyez disponible pour témoigner jeudi après-midi. Nous allons construire la plainte en 2 couches. D'abord, la fraude corporative, qui est la plus documentée, et là-dessus, la collusion. Le nom de Valentine entre dans la 2e couche avec la signature numérique et les enregistrements de la clé USB. Et Étienne ? demanda Romain. Il est au Caïman. Étienne est un problème pour Interpol et le ministère des Affaires étrangères, et j'ai déjà passé le bon appel. Une brève pause. J'ai un contact à TracFin qui suit depuis 2 ans les mouvements de capitaux vers cette destination. L'affaire d'Étienne n'est pas isolée. Il est sous un radar plus grand que le nôtre, ce qui pour nous est un avantage, car cela signifie qu'il y a déjà des ressources de l'État investies, dans ceux-là qui vont s'ajouter à l'affaire au moment où nous la formaliserons. L'appartement était silencieux, sauf le goutte du robinet qui n'était toujours pas réparé. Combien de temps va durer le processus ? demanda Manon. Maître Delacroix la regarda avec un respect évident. Le genre de respect qui n'a pas besoin d'être dit, mais qui se voit dans la qualité de l'attention. Les procès pénaux d'entreprise en France durent en moyenne entre 1 et 3 ans avant le verdict, dit-elle sans adoucir. Il y a des moyens d'accélérer. Il y a des moyens de les bloquer. Je ne vais pas vous promettre ce que je ne peux pas garantir. Ce que je peux vous dire, c'est que les preuves que vous avez gardées rendent cette affaire exceptionnellement solide pour ce que l'on voit normalement en la matière. Manon hocha la tête. J'ai besoin de faire quelque chose de différent ces jours-ci avec Camille, avec le chariot, avec ma routine. Pour l'instant, tout pareil. La normalité est votre meilleure protection, car elle montre qu'il n'y a rien à cacher. Maître Delacroix ramassa son dossier. Mais si quelque chose d'autre se produit, quoi que ce soit, aussi petit que cela puisse paraître, vous m'appelez immédiatement. N'évaluez pas vous-même si c'est important ou non. Vous m'appelez, et j'évalue. Le 2e avertissement arriva 4 jours plus tard,
Et celui-ci ne fut pas petit. Manon sortit à 22 heures avec le chariot vers le premier quartier du parcours. Romain l'accompagnait comme il l'avait fait toutes les nuits depuis la première. Tablier bleu, roues grinçantes, rampes en mauvais état. C'était une nuit sans pluie avec le ciel de la ville, prenant cette couleur orange basse qu'ont les nuits, quand les nuages retiennent la lumière des immeubles, et le parcours avançait avec la normalité des choses qui se répètent jusqu'à devenir des rituels. Ce fut au retour vers 1h40 du matin, quand ils tournèrent le coin vers l'immeuble et virent le chariot de rechange, le plus vieux, celui que Manon gardait dans la cour intérieure de l'immeuble, au cas où le principal aurait besoin de réparation. Il était renversé, les plateaux écrasés, le réchaud tordu par quelque chose de lourd, la structure en acier déformée d'une manière qui ne se produit pas par accident, mais par une force délibérée et soutenue. Et sur les restes, écrite au marqueur noir sur le sol en ciment de la cour, il y avait une phrase « Ceux qui ne savent pas se taire apprennent à le faire ». Romain lut la phrase et sentit quelque chose qui n'était pas de la peur. La peur, il l'avait déjà traitée les premiers jours, quand il avait compris l'ampleur de ce qu'Étienne et Valentine avaient été capables de faire, mais quelque chose de plus froid et de plus concret, la confirmation que l'autre camp était passé de la tentative à la pression directe, et que cela signifiait que quelque chose de ce qui était légalement en mouvement était parvenu à leurs oreilles, ce qui signifiait aussi que l'affaire était suffisamment réelle pour qu'ils aient peur. Cela, paradoxalement, était une bonne nouvelle, mais ce qui importait à ce moment-là n'était pas l'analyse stratégique. Ce qui importait, c'était Camille. Romain regarda Manon, elle avait déjà le téléphone à la main. « Camille est chez ma voisine du 2 étages, dit-elle en répondant à la question avant qu'il ne la pose. Je lui ai demandé de rester là, bas cette nuit, parce que j'avais un pressentiment, une pause. Je vais la chercher maintenant. Manon, je vais bien, dit-elle. Et elle le disait dans le sens où le disent les personnes qui ont appris à séparer ce qu'elles ressentent de ce qu'elles doivent faire. Elle était bien au sens de fonctionnelle, d'opérative, de capable de faire le pas suivant, même si à l'intérieur son cœur battait fort. Appelez Maître Delacroix. Je vais chercher Camille. Romain appela Maître Delacroix pendant que Manon montait au 2e étage. L'avocate répondit au 3e bip d'une voix qui n'était pas celle de quelqu'un qui venait de se réveiller, mais de quelqu'un qui attendait cet appel. « Qu'est-il arrivé ?» Romain décrivit ce qu'ils avaient trouvé. Maître Delacroix écouta sans interrompre. « Photos de tout, » dit-elle quand il eut fini. Chaque angle, y compris la phrase sur le sol, ne touchait à rien. « Je vais appeler un contact au parquet dès maintenant pour qu'ils établissent un procès-verbal cette nuit. » Pause. « La petite va bien ?»« Oui, elle était chez une voisine. »« Bien. Demain à 9 à mon bureau, tous les 3. Et Romain, c'est une bonne nouvelle, même si ça n'en a pas l'air. »« Je sais, » dit-il. « Ils le savent parce qu'ils ont peur, et ils ont peur parce que l'affaire leur arrive. » Camille vit le chariot détruit parce que Manon ne put l'éviter. La cour intérieure était le chemin obligé pour atteindre les escaliers, et la petite fille passa devant les restes avant que Manon ne puisse s'interposer. Elle s'arrêta, le regarda la phrase sur le sol, puis elle regarda sa maman avec ses yeux directs qu'elle avait, et qui, à ce moment-là, n'étaient pas les yeux d'une enfant effrayée, mais les yeux d'une enfant qui traite des informations avec le sérieux de quelqu'un qui a grandi dans un monde où les choses difficiles ne se cachent pas, mais s'expliquent. « Ils ont fait ça parce que nous avons les choses du dossier ?» demanda Manon. Elle la regarda. « Comment sais-tu pour le dossier ?»« Parce que je l'ai vu quand tu l'as sorti de sous le lit, et parce que j'ai un peu écouté, sans culpabilité apparente. Pas tout, mais assez pour comprendre qu'il y a des gens méchants qui ne veulent pas que papa. » Elle s'arrêta. Elle se corrigea seule, que monsieur Romain récupère ce qui lui appartient. Romain était derrière Manon, et entendit cela. Le papa corrigeait à mi-chemin, il l'entendit, et ne dit rien car il n'y avait rien à dire qui ne fût pas trop pour ce moment. « Oui, » dit Manon avec une honnêteté directe. « Pour ça, et ils vont le récupérer de toute façon. Nous allons essayer. » Camille regarda le chariot détruit une fois de plus, puis elle regarda Romain. « Vous avez peur ?» lui demanda-t-elle. « Un peu. » dit-il avec la même honnêteté. « Ma maman dit que la peur est le signe que quelque chose est important. » Il prit la main de Manon. « Alors c'est très important. » Et elle monta les escaliers avec son sac à dos de dinosaure, laissant les 2 adultes dans la cour devant les restes du vieux chariot, sous le ciel orange de la ville la nuit, sans rien dire car elle avait déjà dit l'essentiel. La semaine qui suivit fut la plus difficile depuis le début de tout. Les portails de potins d'entreprise, alimentés, Charles le sut après, par un chargé de relations publiques expressément engagé pour cela, commencèrent à publier des histoires sur Romain qui mêlaient faits réels et insinuations destinées à salir que l'effondrement du groupe Chevalier n'était pas une fraude externe, mais une mauvaise gestion interne, que Romain avait eu connaissance des irrégularités depuis des années et les avait ignorées par commodité, que les contrats gouvernementaux avaient des surcoûts qu'il avait personnellement approuvés. Valentine donna une interview à un magazine People anonyme,
attribuée à des sources proches de la famille, dans laquelle elle décrivait un mariage où elle avait souffert en silence des décisions irresponsables de son mari pendant des années. L'interview était accompagnée de photos de Valentine sur une terrasse avec vue sur la mer, impeccable, sereine, avec le genre de sourire qui exige de savoir qu'on va s'en sortir indemne de la photographie. Romain la vit sur son téléphone, dans le chariot, entre le 2e et le 3e quartier du parcours nocturne. Il la ferma sans commentaire. « Vous l'avez vu ?» demanda Manon, qui voyait toujours quand il regardait l'écran avec cette expression. « Oui. » Et Romain réfléchit un instant. Que ferait exactement quelqu'un qui sait qu'il va perdre sur le terrain légal et a besoin de gagner ailleurs? Il rangea le téléphone. Maître Delacroix m'a dit que cela allait arriver, qu'avant que l'affaire n'arrive devant les tribunaux, ils allaient essayer de me détruire en public pour que le juge entre dans le processus avec une image déjà formée. Et cela fonctionne parfois avec certains juges dans certains contextes. Une pause. Mais Maître Delacroix a choisi le tribunal avec soin et les documents de votre dossier ne sont contaminés par aucune interview de magazine. Manon poussa le chariot en montée sur la pire rampe du parcours, celle de l'allée du marché, sans demander d'aide, bien que Romain fût à ses côtés et aurait pu l'aider. « Tu sais ce qui m'énerve le plus ?» dit-elle sans perdre le rythme. « Pas l'interview, ni le chariot cassé, ni les petites lumières. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils font ça depuis des années. Utiliser le système, utiliser l'argent, utiliser les relations, et que pendant ces années, il y a eu des gens comme mon papa, comme Monsieur André, comme moi, qui avons payé le prix de ce qu'ils prenaient. Sans nom, sans nouvelles, sans que personne n'écrive une interview sur nous. » Romain l'écouta. « C'est pourquoi il est important que cela aille jusqu'au bout, dit-il. »« Oui, » dit Manon. Ils arrivèrent sur le plat, les roues du chariot cessèrent de grincer avec l'effort et retrouvèrent leur son normal. Ce son que Romain connaissait si bien qu'il le reconnaîtrait n'importe où. Manon dit « Dis, quand cela sera fini. Tu l'as déjà dit une fois, je continuerai de le dire jusqu'à ce que cela arrive. » Elle ne répondit pas, mais dans l'obscurité de la rue, sous le ciel orange de la ville, qui ne finit jamais de s'assombrir complètement, Romain crut voir dans le profil de Manon, poussant son chariot vers le quartier suivant, quelque chose qui ressemblait à un petit sourire retenu, et cela suffit pour continuer à marcher. Le jugement, le 17e tribunal judiciaire de Paris, chambre correctionnelle, était un bâtiment gris de 4 étages dans le centre historique, qui sentait le café de machine et le papier imprimé, et ce genre de temps suspendu, qu'ont les lieux où les choses importantes se passent sans hâte et sans spectacle. La salle d'audience du 2e étage avait de hautes fenêtres aux vitres plombées qui filtraient la lumière en raies obliques sur les chaises en bois sombres et un estrade élevé où le juge, Monsieur Duval, 62 ans, 28 ans de carrière, visage d'avoir tout vu et de ne pas se laisser impressionner facilement, présidait avec l'économie de geste de quelqu'un qui sait que sa présence est déjà une déclaration d'autorité suffisante. Romain arriva avec Maître Delacroix et Charles Mercier à 8h45 du matin. L'audience était à 9. La salle avait déjà du monde. L'équipe juridique de Valentine, 4 avocats, costumes chers, dossiers parfaitement ordonnés et des journalistes dans les rangées du public. 2 d'entre eux avec des carnets, les autres avec des téléphones prêts à enregistrer ce que la loi permettait d'enregistrer. Valentine arriva à 9h02. Romain ne l'avait pas vue depuis la nuit où elle avait fermé la porte du Pantous. Elle entra dans la salle avec le même pas assuré que toujours, les cheveux noués en un chignon parfaitement exécuté, un tailleur bleu marine d'une coupe impeccable, et cette expression de calme structuré qui, pendant 14 ans, Romain avait interprété comme de la sérénité et qu'il identifiait maintenant, avec l'œil de celui qui sait déjà ce qu'il regarde, correctement comme ce qu'elle était, le contrôle délibéré de quelqu'un qui a besoin que personne ne voie ce qu'il y a en dessous. Leurs regards se croisèrent une seconde. Valentine ne cligna pas des yeux, Romain non plus. Puis les deux regardèrent devant eux, vers l'estrade, où le juge Duval commençait à ordonner ses papiers, avec des mouvements précis et sans hâte. Les 3 premières heures d'audience furent techniques et denses. Présentation de preuves, objection de la défense, réplique de Maître Delacroix, intervention du juge avec des questions qui semblaient neutres, mais que Romain apprit à lire au cours de la matinée comme la façon dont cet homme de 62 ans construisait en public sa compréhension de l'affaire. L'équipe de Valentine était bonne. Romain l'admit pour lui-même sans difficulté, car ne pas le reconnaître aurait été sous-estimer le problème. Ils contestèrent la chaîne de traçabilité des documents de Manon. Ils contestèrent la validité légale d'une clé USB remise par un agent de sécurité décédé via sa fille. Ils contestèrent l'interprétation comptable des factures, arguant que sans le contexte complet des livres d'entreprise qui avaient disparu avec Étienne, les documents partiels pouvaient être interprétés de multiples façons. C'étaient des arguments solides. C'étaient exactement les arguments que Maître Delacroix avait anticipés pendant des semaines de préparation
et elle avait une réponse pour chacun. La chaîne de traçabilité était impeccable, car l'expert certifié avait travaillé sur les originaux dans des conditions contrôlées et le rapport était inattaquable. La clé USB avait été authentifiée par un expert informatique qui confirmait que les fichiers n'avaient pas été modifiés depuis leur création originale et l'interprétation comptable des factures ne nécessitait pas les livres complets pour être valide, car ce que les documents de Manon établissaient n'était pas une conclusion comptable, mais un modèle de comportement, répétition de fournisseurs, montants identiques à des périodes irrégulières, bénéficiaires que le registre du commerce et des sociétés liait directement à Étienne Lefebvre et à son beau-frère, que tout juge ayant l'expérience des délits d'entreprise pouvait lire sans avoir besoin de titre en comptabilité. Le moment que Romain avait attendu, sans savoir exactement qu'il l'attendait, arriva à 12h40. L'avocat principal de Valentine, un homme d'une cinquantaine d'années avec une voix de radio et la confiance de celui qui a gagné de nombreuses affaires difficiles, demanda la parole et dit avec une modulation parfaite « Avec tout le respect que je dois à ce tribunal, l'affaire présentée aujourd'hui repose fondamentalement sur le témoignage et les documents d'une personne sans formation professionnelle, accréditée dans le domaine comptable, sans hiérarchie dans l'entreprise dont elle a prétendument irrégularisé l'opération et sans aucune incitation vérifiable à conserver des informations pendant 10 ans. Sauf, et ici il fit une pause calculée, celle qui pourrait découler d'une relation personnelle avec le plaignant dont la nature exacte devrait être examinée attentivement par ce tribunal. L'insinuation flotta dans la salle. Romain sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Non, de la rage, pas encore, pas encore. Maître Delacroix attendit exactement le temps nécessaire pour que l'insinuation se manifeste pleinement devant le juge, puis se leva avec le calme de quelqu'un qui attend ce genre de mouvement depuis 3 décennies. Avec la permission du tribunal, dit-elle, la formation de la témoin Manon Fournier comprend des études en comptabilité qui, bien que non terminées pour des circonstances indépendantes de sa volonté, circonstances qui incluent précisément avoir été licenciée illégalement de l'entreprise du plaignant lorsqu'elle a signalé les irrégularités qui sont aujourd'hui devant ce tribunal, sont suffisantes pour fonder sa reconnaissance des modèles documentés. Cependant, et ici Maître Delacroix leva un doigt avec une délicatesse purement acérée, le tribunal n'a pas besoin d'évaluer la formation de Madame Fournier pour valider les preuves qu'elle a conservées, car ces preuves ont été expertisées par des experts certifiés dont la compétence n'est pas en discussion. Madame Fournier n'est pas l'affaire. L'affaire, ce sont les documents. Et les documents n'ont ni formation académique ni relation personnelle. Les documents sont simplement silence dans la salle. Le juge Duval écrivit quelque chose dans son carnet. L'avocat de Valentine tenta de répondre. Le juge l'arrêta d'un léger geste de la main. L'objection est enregistrée et sera prise en compte lors de l'évaluation, dit le juge avec une neutralité qui, à Romain, parut à ce moment-là la chose la plus belle qu'il ait jamais entendue. La déclaration de Romain arriva à Trizevenk. Il s'assit à la barre des témoins face à la salle et regarda Valentine pour la première fois depuis son arrivée. Valentine le regardait depuis son siège avec ce calme structuré qui n'avait pas bougé de toute la matinée. L'avocat de la défense posa les questions qu'il devait poser. Romain répondit à tout avec la précision sèche de quelqu'un qui a préparé chaque réponse avec son avocate pendant des semaines, qui sait exactement quoi dire et exactement quoi ne pas dire, car le dire hors du contexte correct lui coûterait plus que cela ne lui apporterait. Ce fut à la fin, lorsque Maître Delacroix lui posa les questions propres à la partie accusatrice, que se produisit le moment que personne dans cette salle, sauf peu, être Maître Delacroix, qui l'avait planifié, n'attendait. « Monsieur Chevalier, dit l'avocate, pouvez-vous expliquer au tribunal ce que représente pour vous le fait que la première personne à détecter et documenter le système frauduleux qui a détruit votre entreprise fut une employée de ménage à qui personne n'a demandé, à qui personne n'a cru, et que le responsable de ce système a licencié précisément pour la faire taire ?» L'avocat de la défense se leva pour s'opposer. Le juge le laissa parler, puis dit que la question était admissible, car elle allait au contexte du préjudice subi par des tiers dans le cadre de l'affaire. Romain prit une seconde, regarda la salle, les journalistes avec leurs carnets, les avocats avec leurs dossiers, le juge avec son carnet. Et au fond, car l'avocate l'avait expressément demandé, et le juge l'avait permis, assise au dernier rang avec une blouse verte, et les cheveux attachés et les mains croisées sur le sac qu'elle portait toujours. Manon Fournier. Romain la regarda un instant. Elle le regarda en retour, directement, sans ciller, avec ses grands yeux sans filtre ni protocole. « Cela signifie, dit Romain, d'une voix qui n'était plus celle du cadre d'entreprise, ni celle de l'homme vaincu du banc du square, mais quelque chose entre les deux, et plus tranquille que les deux, que le système qui m'a tout volé a aussi tenté de lui voler, et qu'elle,
sans ressources, sans hiérarchie, sans personne pour la soutenir, a fait ce qui était juste de toute façon. Elle a gardé les preuves pendant 10 ans parce qu'elle a cru que la vérité était plus importante que le confort d'oublier. Une pause. J'ai perdu une entreprise. Elle a perdu son travail, sa sécurité, des années de sa vie qui auraient pu être différentes si quelqu'un l'avait écoutée à l'époque. Ce qu'elle a fait a demandé une sorte de courage que moi, avec toutes mes ressources, avec tous mes contacts, je n'ai pas eu la capacité de reconnaître jusqu'à ce que je n'ai plus rien et qu'elle soit la seule chose qui restait debout. La salle était silencieuse. Le juge Duval écrivit longuement dans son carnet. Romain ne regarda pas Valentine. Ce n'était plus nécessaire. Le verdict n'arriva pas ce jour-là. Les verdicts dans les procès pénaux d'entreprise n'arrivent pas le même jour que les déclarations et Maître Delacroix l'avait clairement expliqué dès le début. Le processus avait des étapes, des délais, des recours possibles. Ce qui arriva cette semaine-là, 4 jours après l'audience, fut une mesure conservatoire que le juge Duval émit avant le verdict final. La mesure conservatoire gelait tous les actifs enregistrés au nom de Valentine Dubois de Chevalier et des entreprises liées à elle en tant que bénéficiaire finale, y compris la propriété à Nice. Elle lui interdisait de quitter le pays et notifiait formellement aux autorités financières des îles Caïman, dans le cadre du traité d'entraide judiciaire en matière pénale, la demande de localisation et d'information patrimoniale d'Édouard Gérard Lefebvre-Blanc, Étienne avec son deuxième prénom, pour délit de fraude, évasion fiscale et association de malfaiteurs. Charles Mercier appela Romain pour l'informer de la mesure à 18h, avec une voix qui pour la première fois en semaine avait quelque chose qui n'était pas de la tension. « Ce n'est pas le verdict », dit Charles. Mais c'est le juge qui dit au monde que l'affaire a suffisamment de poids pour prendre des mesures avant d'être résolue. Un juge ne fait pas cela avec une affaire qui ne va pas aboutir. Combien de temps avant la sentence? Des mois, probablement entre 6 et 9. Une pause. Mais Romain, le chemin est dégagé. Ce que Manon a gardé 10 ans sous le lit, plus ce que M. André a laissé dans cette clé USB, plus ce que mon équipe a reconstruit de la structure financière, forme une affaire que la défense ne pourra pas démonter sans que cela ne leur coûte plus que ce qu'il leur convient de dépenser. Romain était dans la cuisine de l'appartement 3B lorsqu'il reçut l'appel. Manon préparait le chariot pour le soir, comme chaque soir, avec la même efficacité que toujours. Camille faisait ses devoirs à table, les sourcils froncés sur un problème de fraction qu'elle ne parvenait pas à résoudre. Il raccrocha le téléphone. Il resta un moment debout dans la cuisine. « Bonne nouvelle ?» demanda Manon sans se retourner. Le juge a émis des mesures conservatoires. Manon arrêta ses mains une seconde, juste une seconde, puis elle continua. « C'est bien, c'est très bien. » Camille leva les yeux de ses fractions. « On a déjà gagné ?» demanda-t-elle. « Pas encore, » dit Romain, « mais ça va bien. Quand allez-vous gagner ?»« Quelques mois. » Camille traita cela avec le sérieux de quelqu'un pour qui quelques mois est une durée parfaitement gérable. « D'accord, » dit-elle, et retourna aux fractions. Et Manon, de dos, ajustant le brûleur du chariot d'un mouvement précis du poignet, sourit d'une manière que personne ne vit parce que personne ne regardait de ce côté, sauf Romain qui lui regardait de ce côté et qui garda ce sourire quelque part à l'intérieur avec le même soin que Camille avait mis à dessiner le monsieur triste du parc. La nouvelle vie. Le verdict arriva un jeudi d'octobre, 8 mois et 12 jours après cette nuit de pluie dans le square, où Romain Chevalier s'était assis sur un banc mouillé sans nulle part où aller, et une femme avec un chariot de crêpes était apparue d'entre les réverbères comme quelque chose que le destin préparait avec patience depuis une décennie. Maître Delacroix appela Romain à 14h d'une voix qu'il ne lui avait jamais entendue auparavant et qu'il mit un moment à identifier. C'était la voix de quelqu'un qui a gagné quelque chose qui méritait d'être gagné et qui ressent le poids spécifique de ce genre de victoire, qui n'est pas la même que de gagner quelque chose par chance ou par position, mais celle de gagner quelque chose parce que la vérité était plus grande que les ressources de l'autre camp. « Coupable », dit-elle. Surtout les chefs d'accusation, fraude corporative, association de malfaiteurs, évasion fiscale. Valentine Dubois, coupable de collusion et d'utilisation abusive de signatures numériques. Restitution ordonnée du patrimoine récupérable du groupe Chevalier, y compris les contrats, les actifs immobiliers sur le territoire national et les comptes liés. Une pause. Et Romain, Étienne Lefebvre a été arrêté aux îles Caïman ce matin. Il y a une procédure d'extradition en cours. Romain était dans la chambre qu'il occupait maintenant dans l'appartement 3B. Manon lui avait cédé la chambre et elle dormait sur le canapé Bordeaux. Un argument que Romain avait tenté d'inverser pendant des mois sans succès, car Manon avait sur lui l'avantage que chez elle, les décisions, c'était elle qui les prenait. Et il écouta le verdict debout près de la fenêtre à petits carreaux bleus avec la ville dehors, étant la ville de toujours et dedans quelque chose qui ne rentrait pas dans sa poitrine. « Merci », dit-il. « Ne me remerciez pas, moi.
dit l'avocate. Remerciez Madame Fournier. Sans son dossier, sans Monsieur André, sans 10 ans à garder ce que personne ne lui a demandé de garder, cette affaire aurait été très difficile. Une brève pause. C'est vous, Romain. Mais c'est elle l'histoire. Il le raconta à Manon ce soir-là, quand ils rentrèrent du parcours du chariot. Il n'y avait pas de façon solennelle de le dire, et Manon n'aurait pas voulu qu'il y en ait. Il le lui dit dans la cuisine pendant qu'elle mettait le chocolat chaud restant au réfrigérateur et qu'il retirait le tablier bleu marine qu'il continuait de porter toutes les nuits, car personne n'avait dit que ce n'était plus nécessaire, et qu'à un moment donné, c'était devenu quelque chose qui faisait simplement partie du parcours. Manon écouta tout, le verdict, la restitution du patrimoine, l'arrestation d'Étienne. Quand il eut fini, elle referma le réfrigérateur, s'appuya sur le comptoir, les mains sur les côtés, et regarda la nappe de tournesol un instant. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle. « Étrange », dit Romain avec honnêteté. « Je pensais que j'allais ressentir plus ou quelque chose de différent, mais ça fait comme quand la pluie s'arrête. On sort, et le sol est mouillé, et l'air sent différemment, et tout est toujours là, mais tout est autre. » Manon hocha la tête lentement. « C'est parce que ce que vous récupérez n'est pas la même chose que ce que vous avez perdu, » dit-elle. « Ce que vous avez perdu était le Romain d'avant. Ce que vous récupérez est pour le Romain d'aujourd'hui. Et ce ne sont pas la même personne. » Romain la regarda. Non, ce ne sont pas la même personne. L'appartement était silencieux. Camille dormait. Les nouvelles petites lumières du chariot, remplacées il y a des mois, 17 exactes, une par une, étaient éteintes et rangées dans leur sac. Le robinet de la cuisine avait cessé de goûter 3 semaines auparavant quand Romain, fatigué d'attendre le plombier, avait regardé une vidéo sur son téléphone et l'avait réparé lui-même avec une clé à molette et 40 minutes de patience. « Manon, dit Romain, je sais ce que vous allez dire. » répondit-elle. « Oui, que vous voulez parler de ce qui vient après. Oui. Et si je ne veux pas en parler encore? Alors, j'attends. » Elle le regarda, ses yeux directs, sans filtre, que Romain avait appris à lire en 8 mois, avec la précision de celui qui étudie une langue, jusqu'à ne plus traduire et commencer à penser directement en elle. « Ce n'est pas que je ne veuille pas, » dit Manon avec prudence, choisissant les mots avec l'honnêteté qu'elle choisissait toujours. « C'est qu'il y a des choses que je dois comprendre. D'abord, vous allez récupérer votre entreprise, votre argent, votre nom. Vous allez redevenir Romain Chevalier et je vais rester la dame du chariot du square. Ce n'est pas ce que. Laissez-moi finir. Ce n'était pas de la brusquerie. C'était la voix de quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à quelque chose et qui a besoin de le dire entièrement avant d'être interrompu. Je ne le dis pas comme une plainte, je le dis parce que je suis honnête et que l'honnêteté est la seule chose qui fait que les choses durent. Je suis cette personne, cet appartement, ce chariot, cette vie. Je n'en ai pas honte. Mais je ne veux pas non plus que quiconque entre dans ma vie parce que ça lui semble joli de l'extérieur et qu'après, quand la nouveauté s'éteint, il s'avère que le joli, c'était la distance et non la chose. Le silence qui suivit fut long. Romain y réfléchit. Il y réfléchit vraiment, non avec la hâte de celui qui veut calmer une inquiétude, mais avec le sérieux que mérite quand quelqu'un vous dit quelque chose de vrai. « Ça fait 8 mois que je suis dans cet appartement, » dit-il finalement. « J'ai poussé ce chariot dans 4 quartiers sous la pluie et sous le froid, et des nuits où tout mon corps réclamait d'arrêter. J'ai déjeuné des tartines au fromage frais, et j'ai réparé le robinet de votre cuisine, et j'ai écouté Camille m'expliquer comment fonctionnent les fractions avec une patience que je n'ai jamais eue pour personne. Une pause. Je ne regarde pas de l'extérieur. Ça fait 8 mois que je suis à l'intérieur. Et s'il y a une chose que je sais avec plus de certitude que n'importe quoi que j'ai su dans ma vie de cadre et d'homme d'argent et de personnes qui croyaient savoir comment fonctionnait le monde, c'est qu'à l'intérieur, c'est là que je veux être. Manon le regarda longuement. « Même quand vous aurez tout récupéré ?» demanda-t-elle. « Même alors, surtout alors, parce que récupérer tout sens, ça n'a pas de sens, et je ne fais plus les choses qui n'ont pas de sens. » Un autre silence, plus court cette fois. « Il y a quelque chose que je veux vous proposer, » dit Romain, « et ce n'est pas ce que vous pensez. » Manon haussa légèrement les sourcils. « Quand le groupe Chevalier sera reconstitué, commença-t-il d'une voix d'homme qui pense en parlant, qui construit une idée en temps réel, il aura besoin d'une direction financière que je ne pourrai pas occuper seul parce que je ne fais pas encore confiance à mon propre jugement pour choisir les bonnes personnes. Il la regarda directement. Vous avez détecté un système de fraude corporative avec 3 semestres de comptabilité et 8 mois à nettoyer des sols. Avec un accès réel aux livres, avec une formation complète, avec les ressources qu'une direction financière mérite. Je n'ose même pas imaginer ce que vous seriez capable de voir. Manon ouvrit la bouche, la referma. « Je n'ai pas de diplôme, » dit-elle. « Les diplômes, c'est le temps et l'argent qui les donnent. Le jugement, c'est autre chose. » Romain ne détourna pas le regard. « Il y a des universités qui ont des programmes exécutifs nocturnes pour les personnes qui n'ont pas pu terminer au bon moment.
J'ai fait des recherches. 2 ans. Manon Fournier, experte comptable certifiée, directrice financière du groupe Chevalier. Une pause, si vous voulez. Le silence de l'appartement 3B à ce moment-là avait une qualité qu'aucun des deux n'aurait pu décrire avec exactitude, mais que tous deux ressentaient. C'était le silence de quelque chose qui arrive après avoir beaucoup attendu et qui, quand ça arrive, n'a pas le son qu'on imaginait, mais quelque chose de plus tranquille, et de plus réel, et de plus durable. « Il faudrait que j'y réfléchisse », dit Manon. « Je sais que oui, c'est pourquoi je le dis maintenant, et je n'attends pas de réponse maintenant. Et Camille m'a déjà expliqué les fractions 2 fois. Je suis bon en maths. » Manon laissa échapper quelque chose qui était un rire, bref, sincère, de ceux qui sortent sans permission. Et cela suffit pour que l'air de l'appartement change de la même manière que l'air change quand la pluie s'arrête. 3 semaines plus tard, un samedi à 19h, Romain installa les dernières nouvelles petites lumières du chariot. Cette fois, il les fixa avec des pinces plus résistantes, pas en bois, mais en acier inoxydable, car il avait recherché le type qui résistait le mieux à l'humidité. Et Manon le regardait depuis la porte de l'immeuble, les bras croisés, et cette expression de celle qui évalue le travail d'autrui sans dire si c'est bien ou mal, jusqu'à ce que ce soit fini. Quand il se releva et alluma la guirlande, les 17 petites lumières jaunes clignotèrent ensemble puis se stabilisèrent, plus brillantes que les précédentes, car la nouvelle guirlande avait un meilleur isolant. « Comment c'est » demanda Romain. Manon les regarda un instant. « Bien », dit-elle. Et dans la bouche de Manon, bien était exactement la même chose que parfait, mais sans l'affectation. Camille apparut à la porte à côté de sa maman avec son cahier de dessin sous le bras. Depuis 2 mois, elle remplissait les cahiers avec une vitesse qui obligeait à en acheter de nouveaux régulièrement et regarda les lumières allumées avec la même évaluation sérieuse qu'elle mettait à tout. « C'est mieux que les autres », décréta-t-elle. « C'est ce que je dis », dit Romain. « On sort » demanda Camille. « On sort » dit Manon et tous 3 sortirent dans la nuit, Romain poussant le chariot dont les roues grinçaient sur les rampes et se taisait sur le plat. Manon marquant le rythme et la route avec l'autorité tranquille de celle qui connaît son territoire. Et Camille entre les deux, avec son cahier sous le bras et les yeux ouverts sur la ville la nuit, dessinant mentalement ce qu'elle transposerait ensuite sur papier avec l'écriture grande et ronde qu'elle n'avait pas encore décidé de rendre plus petite ou de laisser telle qu'elle, car elle l'aimait ainsi. Les petites lumières jaunes clignotaient doucement sur l'acier du chariot. Le chocolat chaud fumait. Les crêpes attendaient, enveloppées dans du papier, avec la patience des choses qui ont été bien faites et savent que quelqu'un va les aimer. Et dans un quartier de la ville, sur un banc de square ou le seuil d'une porte cochère de service de nuit, des gens attendaient quelque chose de chaud par une nuit froide. Des gens qui travaillaient quand personne ne regardait, qui construisaient des choses que personne ne voyait, qui gardaient ce qu'il était juste de garder, même si personne ne le leur demandait. Des gens comme Manon, des gens qui, si l'on avait la chance et l'humilité de les trouver, pouvaient changer une vie entière. 2 mois plus tard, Romain posa une question à Manon près du chariot restauré, au même coin où tout avait commencé, sous un ciel sans pluie pour la première fois depuis de nombreuses nuits. Ce ne fut pas une question qui nécessita des genoux au sol, ni des anneaux spectaculaires, ni des témoins. Ce fut la question directe d'un homme qui a appris que les choses importantes se disent telles qu'elles sont, sans fioritures, car les fioritures sont pour les gens qui ne font pas confiance au poids de ce qu'ils ont. Manon mit exactement le temps qu'il fallait pour répondre, ce qui ne fut pas long. Et Camille, qui dessinait dans son cahier appuyé sur le chariot, leva les yeux un instant, évalua la situation avec la fixité sans filtre de ses 9 ans fraîchement accomplis et retourna à son dessin car elle le savait depuis longtemps, depuis la nuit où elle avait laissé sur le canapé Bordeaux le dessin d'un monsieur triste assis sur un banc sous la pluie et avait su avec la certitude, sans explication, qu'ont les enfants pour les choses que les adultes essaient encore de comprendre, que ce monsieur triste n'allait pas être triste pour toujours, qu'il était venu pour rester. Oui,